Oups, j'ai commencé en avance, excusez-moi. Je voulais pas appuyer sur ce bouton, mais écoutez, maintenant c'est fait. Comment allez-vous? Putain, j'ai commencé en avance. Bon, écoutez, pour une fois, ça me changera de tous les moments où je suis pas prête à l'heure. Alors, je suis pas bien en face de cette caméra. Comment allez-vous? Alors, vous m'entendez manifestement, parfait. Salut Fuguzimon, salut Thai Cider, est-ce que ça se dit à l'anglaise? Salut Azazel, salut Mister HS. Merci d'être. Hey, merci Playmobil pour le follow. Merci beaucoup. Je manifeste que j'entends bien. Merci Kaminski. Merci Pistol Laser de te manifester pour la première fois sur ce chat, ça fait plaisir. Bienvenue. Alors, nous sommes ici pour parler de la malédiction, l'origine, car nous sommes sur une critique live. Les gens qui préfèrent les jeux, écoutez, on a rendez-vous ce soir à 20 h pour jouer à Tomb Raider avec Mr. Geoffrey Cretey d'écran large. Donc, je suis content que tu chroniques la malédiction. J'ai vu la semaine dernière et personnellement, ça a été une bonne surprise. Écoutez, oui, spoiler, ça a été une bonne surprise pour moi aussi. J'étais pas tellement surprise que ce soit une bonne surprise parce que j'avais entendu pas mal de retours positifs quand même, sachant que comme voilà, moi je suis cliente de toute manière des films d'horreur et que souvent je défends même les productions les moins aimées, enfin un certain type de production, souvent les, enfin ouais, non pas toutes quand même, mais bref, je me doutais que vu les retours qu'il y avait, je me doutais que j'allais plutôt aimer. Ça a été le cas. Et ah bah super Pistolet Laser. Bah écoutez, apparemment il y a plusieurs personnes qui aiment le film dans le chat, donc on va être sur un stream plutôt positif, sachant que je vais d'abord passer un petit peu en revue la saga La Malédiction, et ensuite on se basera vraiment sur le préquel qui vient de sortir. Donc ok, donc c'est cool parce que du coup vous avez pris le temps d'aller voir le film effectivement. Alors peut-être qu'il y en a dans le chat qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à vous manifester. Comme toujours quand je fais des critiques live sur stream, je suis désolée si vous ne l'avez pas vu et que vous restez, vous allez vous faire spoiler parce que le but de ces critiques qui arrivent un certain temps après la sortie au cinéma des films, c'est qu'on puisse aller un peu plus en profondeur et du coup débriefer le film jusqu'à la fin. Donc on va spoiler quoi. Donc je suis désolée. Voilà. Le film est également une bonne surprise. Et ben c'est super, c'est super parce que quand j'ai tweeté hier que j'étais en salle pour voir le film, j'ai eu enfin il y a des gens qui ont commenté pour dire qu'en gros ils avaient trouvé ça pérave et je trouvais ça dommage. Bref, moi j'ai aimé. Alors Kaminski, tu dis après j'ai vu que le premier et les origines, jamais le 2 et le 3. Je pense que t'as vu les plus intéressants. Ce que je peux dire avant de commencer à passer la saga en revue, c'est que. Alors, je sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient présents au stream critique sur Immaculé il y a quelques semaines, mais en gros, le Immaculé, déjà, on avait tendance à dire que c'était le l'Anon 2 qu'on voulait. J'ai envie de dire que la malédiction, les origines, c'était le Immaculé qu'on voulait. Parce que, voilà, Immaculé, même si c'était plus intéressant que les films de non récents, donc notamment l'Anon version Conjuring, les Ordres du Mal, ce genre de choses, c'était quand même plus c'était quand même plus, enfin c'était quand même pas incroyable. Enfin je sais il a beaucoup de défenseurs Immaculé et c'est cool, il y a des gens qui l'ont vraiment aimé, il y a aussi des gens qui l'ont vraiment détesté, ce qui est pas mon cas, mais comme je vous le disais, je trouvais qu'il avait pas beaucoup de défauts, il y a des choses qui m'ont dérangé, bon je vais pas revenir en détail là-dessus. Je trouve que la malédiction les origines, enfin l'origine est beaucoup plus intéressant qu'Immaculé en définitive. Il tente pas exactement les mêmes choses, mais je trouve surtout qu'il tente plus de choses et qu'il réussit plus de choses. Bref, on va revenir en comment dire, en détail là-dessus. Moi j'ai vu Good Omen, voilà ma référence sur la saga, très bien. Salut Emma Kumba. Voilà, effectivement, c'est un peu ce que Immaculée n'a pas réussi à être. Surtout que sa manie, finalement, alors ça n'a pas le même genre de twist, c'est pas. Voilà, Immaculée, il y avait comme une volonté de basculer ensuite dans le rationnel, ce que ne fait pas la malédiction de l'origine, bien au contraire. Salut Spooky, salut Netsa. Mais malgré tout, on manie un peu des thèmes un petit peu voisins, et voilà, je trouve ça beaucoup plus réussi dans la malédiction. Euh, je voulais revenir un instant sur l'exploitation de la, comment dire, du concept de malédiction au cinéma et dans les films d'horreur notamment, en intro, hein, avant de revenir sur le reste de la saga. Moi j'adore les films qui parlent, enfin les films, les œuvres en général qui parlent de malédiction,
de prophétie comme étant quelque chose souvent à double tranchant où on ne sait pas exactement à quel point c'est justement le destin, la fatalité qui s'abat sur quelqu'un, ou enfin voilà une forme de malédiction vraiment surnaturelle, ou si c'est les personnages en eux-mêmes qui s'auto-sabotent. J'adore les sujets de prophétie autoréalisatrice où en fait on essaye tellement d'éviter justement un mauvais présage que en fait on finit par le créer soi-même, enfin par le réaliser soi-même. Et c'est quelque chose que j'avais pas mal étudié dans ma vidéo sur Jusqu'en Enfer de Sam Raimi, que je trouve être un film génial et donc, notamment qui parle complètement de ça. Et donc j'avais beaucoup parlé de ça à grand renfort de citations de Freud dans cette vidéo. Donc si ça vous intéresse, c'est sur YouTube. Là, pour le coup, on est dans une thématique de la malédiction du coup qui m'intéresse moins parce que c'est full, c'est le diable qui a dit que t'allais en chier et tu vas en chier et point barre, tu vois. C'est pas, y a pas du tout de double lecture, on est sur quelque chose d'extrêmement premier degré. Je trouve ça moins passionnant et en même temps, encore une fois, voilà, moi je trouve que c'est globalement une saga d'horreur qui se tient bien, c'est rare, et en plus dans ce film-là, je trouve que c'est tout à fait correct et honnête. Salut Robo Sensei. Euh, Ouais, c'est mon. Tu dis, je rebondis sur ce que dit Kaminski sur la non-exploitation. Alors c'est clair qu'en ce moment on est vraiment en train de revivre, comme je le disais pour Immaculée, une nouvelle sorte de grosse période non-exploitation comme il y a pu y avoir dans les années 60-70, ou même plus. Encore une fois, si ça vous intéresse le sujet spécifique de la non-exploitation, il y a mon collègue Mathieu d'Écran Large qui a écrit un dossier qui lui est dédié sur le site d'Écran Large, voilà, il fait une rétrospective de la non-exploitation de manière générale. En ce moment, c'est vrai que le cinéma d'horreur donne spécialement dans la bondieuserie, que ce soit d'un point de vue hyper pro-religion traditionnaliste comme la nonne, ou que ce soit plutôt plus anticlérical comme justement Immaculée. Mais il y a aussi eu, alors dans le pro-clérical, il y a aussi eu l'exorciste du Vatican, du coup avec Russell Crowe qui était voilà, terrible. Il y a eu donc les ordres du mal aussi très puritains, très pro-traditionnalistes. Là, on est un peu. Là, pour le coup, là, avec celui-ci, avec la malédiction d'origine, on est beaucoup plus dans l'anticlérical, ça fait un peu du bien. Pas que je mène moi-même une croisade, entre guillemets, c'est un peu comique d'utiliser ce terme, contre la religion et les films religieux, absolument pas. Enfin, je vais pas ouvrir la porte de tous les problèmes que peuvent poser la religion, quoi. Mais souvent, je trouve que la thématique de la foi et de la religion, c'est un sujet hyper riche et passionnant quand c'est bien exploité dans les films. C'est juste que quand c'est fait avec un œil extrêmement puritain et traditionnaliste, comme le font beaucoup les Américains, là ça me plaît beaucoup moins et je préfère du coup les films un peu anticléricaux. Euh, ouais, absolument, L'Exorciste 2023 aussi. Non, j'ai pas Letterboxd, Emma. J'ai vraiment la flemme de tenir ce genre de compte, malheureusement. Je sais que c'est pas sérieux, mais voilà. Ouais, alors l'exorcisme du Vatican, Kaminski, c'est vrai que j'étais pas toujours d'accord avec tout le monde à la sortie parce qu'en fait, je voyais. En fait, tous les moments un peu second degré ou en fait ridicules et tout, je ne le voyais effectivement que comme des moments ridicules et j'avais du mal à avoir ça comme de l'humour volontairement nanardesque, etc. Il y a beaucoup de gens qui l'ont pris comme ça, du coup, qui l'ont pris en mode gros nanar, on se prend pas du tout au sérieux, on y va. Et je trouve que c'était pas le cas du film, moi je le trouvais juste raté, mais bon, voilà. À part l'autodérision dont fait preuve Russell Crowe de temps en temps était sympa, mais ça ne tenait, je trouve, vraiment qu'à lui et pas au film, et du coup, c'était pas réussi dans l'ensemble, je trouve. Voilà. Russell Crowe en scooter, absolument. C'était, ouais, rien que pour ça, quand même, c'était un grand moment. Alors, pour revenir un petit peu sur la malédiction dans son ensemble, donc pour comprendre d'où vient le film, alors il y en a peut-être qui connaissent déjà toute la saga par cœur, hein, je suis désolée, je vais revenir un peu en arrière, mais pour vraiment comprendre dans quelle saga s'inscrit le film, où est-ce qu'on reprend l'histoire, etc. Donc, au départ, le premier film La Malédiction, il est sorti en 1976, ça fait un moment. Il s'appelait La Malédiction tout court. Il était réalisé par Richard Donner. Richard Donner qui est pas un réalisateur de merde. Il n'est pas cité en général parmi les grands réalisateurs de cette époque aux côtés des Spielberg, Brian De Palma, Coppola, etc. Mais donc on lui doit des films comme L'Arme Fatale et Les Goonies par exemple, dans les plus connus. Mais donc Mr. Greaves qui est dans le chat et moi-même par exemple, nous faisons partie des grands fans du film Complot avec Mel Gibson et Julia Roberts, qui est un film je trouve qui fait preuve d'une
très très grande maîtrise de la narration et de la mise en scène, c'est vraiment un film dans lequel il n'y a pas un plan en trop ni en moins. Je trouve que Richard Donner c'est vraiment quelqu'un qui sait très très bien y faire. Il avait fait Maverick aussi un peu dans le même ton avec Mel Gibson et Jodie Foster. Et voilà, tout ça pour dire que du coup La Malédiction, même si c'est un côté série B d'horreur un peu classique avec un scénario hyper téléphoné, hyper assez gros on va dire, avec voilà, donc il y a une malédiction qui plane, les gens meurent petit à petit, ouah, l'enfant on y fait flipper, au départ les gens veulent pas croire que c'est l'enfant qui fait le mal et finalement si, ils finissent par croire que c'est bien l'enfant qui fait le mal au bout du moment où il y a 37 personnes qui sont mortes. Voilà, je dis pas, c'est pas une écriture incroyablement brillante, mais justement là où je trouve que le film est spécialement qualitatif, c'est particulièrement dans sa mise en scène. Excusez-moi les bois. Je vous rassure, c'est de l'eau. Il est particulièrement qualitatif dans sa mise en scène, avec vraiment une atmosphère extrêmement, je sais pas, ça part bien. Enfin, en tout cas avec une atmosphère que je trouve très particulière, enfin en tout cas qu'on retrouve pas dans tous les films d'horreur, et qui, je trouve, s'égare un peu des chemins tout tracés qu'on a souvent avec la formule extrêmement typique, alors qui était peut-être moins le cas à l'époque du coup dans les années 70, mais qu'aujourd'hui on bouffe dans tous les coins, on a un couple avec un enfant, donc là on a effectivement un couple avec un enfant bien sûr, mais souvent la nana a conscience, on va dire, que quelque chose de mal se passe, elle est plus facilement en contact avec le mal, ou c'est elle qui voit les fantômes, par exemple, et elle essaye de chercher de l'aide auprès de son mari, qui la prend pour une folle et qui ne l'aide pas, jusqu'au moment où finalement il se rend compte qu'elle avait raison, mais c'est trop tard. Voilà. Là, on sort un peu de ça, parce que justement, dans la saga La Malédiction, à part pour celui donc, qui vient de sortir au cinéma, souvent c'est le personnage masculin qui est davantage central, et donc qui est plus en phase avec les événements surnaturels qui se produisent, et en même temps il est pas du tout, enfin je veux dire, le couple qu'on nous propose surtout dans le premier film, donc composé des acteurs Grégory Peck et Lee Remick, ils sont vraiment à l'écoute l'un de l'autre, même si voilà, l'écriture de la femme elle est pas dingue, on peut pas dire, de ce personnage féminin, malgré tout ils sont malgré tout dans l'écoute l'un de l'autre, et ils travaillent vraiment ensemble à essayer de comprendre ce qui va pas avec leur fils, et voilà, d'avancer ensemble et d'être vraiment dans le respect mutuel, et à aucun moment ils se prennent l'un ou l'autre pour un fou ou une folle, et bon, c'est vraiment tout con à dire, mais ça fait du bien d'avoir une sorte de dynamique de couple qui est relativement crédible dans ce genre de film d'horreur, parce que souvent maintenant dans les séries B d'horreur, c'est vraiment des chamailleries de couple extrêmement artificielles, je trouve, qui s'appuient juste sur le principe que, en fait, dans un couple, on ne se croit pas et on se soutient pas, qui va finir par mettre le feu aux poudres et qui va permettre, en fait, au mal de prendre la place et de s'insérer dans le quotidien des gens. Et là, on est sur quelque chose de beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sain, enfin, en admettant qu'on part sur un couple à peu près sain, bien sûr. Et du coup, c'est assez rafraîchissant parce que les personnages, on y croit beaucoup plus. Et la manière dont le mal vient s'instiller petit à petit dans leur quotidien, ça a quelque chose de plus vrai et du coup de beaucoup plus effrayant. Et. Ah oui, on cite Esther, je suppose, dans les films avec les enfants flippants. Oui, absolument. Ah oui, ou dans le. Oui, en mode, du coup, la femme, elle comprend ce qui se passe et le mari refuse de la croire et du coup est monté contre elle. Oui, complètement. Esther en fait complètement partie. Esther est un film que j'aime bien, hein. Je dis pas du tout que cette mécanique fait qu'un film est mauvais, absolument pas. C'est juste que elle est surusée en ce moment. C'est une écriture de facilité qui devient extrêmement pénible, je trouve. Mais bref. Donc dans La Malédiction, on n'est pas tellement là-dedans. Donc l'histoire, pour résumer pour ceux pour qui ça ferait longtemps ou qui l'ont pas vu, c'est donc un couple donc qui est composé euh, Robert Thorne, qui est l'ambassadeur américain en Angleterre, donc qui est quelqu'un de riche, etc., et qui est un peu plus âgé que sa femme, sa femme, du coup, comme elle est plus jeune, elle tient énormément à avoir un enfant, c'est très important pour elle, et donc lui, il veut lui faire plaisir, donc il veut avoir un enfant, machin, et en fait, ça commence on apprend que la femme vient d'accoucher, donc je me rappelle plus comment elle s'appelle, Sazouz, comment elle s'appelle? Lui, c'est Robert, et elle, c'est... Excusez-moi, je regarde... Catherine, tout simplement. Donc Catherine vient d'accoucher et en fait l'accouchement s'est mal passé, elle est dans les vapes, et le bébé, on apprend que le bébé est mort,
Et du coup, elle a accouché dans un hôpital religieux, ou dans un couvent, je sais pas quoi. Et du coup, on lui dit, mais écoutez, parce que lui, il est vraiment emmerdé, parce qu'il se dit, ah putain, en plus, il y a eu des complications, donc elle pourra peut-être plus jamais avoir d'enfant. Et c'est un gros problème, parce que c'était hyper important pour elle. Voilà, le bonheur de sa vie tenait au fait d'avoir un enfant, gna gna gna. Donc il est très emmerdé. Et là, le prêtre lui dit, mais aucun souci, mon grand, parce que justement, on a aussi une mère qui vient d'accoucher, et pour le coup, son bébé est vivant, et elle est morte. Donc, on n'a qu'à rien dire, tu prends ce bébé-là, tu fais croire à ta femme que c'est le vôtre, et tout le monde est content. Et donc ça commence comme ça, et donc le bébé s'appelle Damien. Euh, voilà, Damien qui est devenu du coup un nom classique de film d'horreur, enfin emblématique on va dire des films d'horreur. Et donc Damien grandit et quand il a 5 ans, les choses commencent à se compliquer. On est à une fête d'anniversaire, sa fête d'anniversaire, donc une fête d'anniversaire de gros richoux, hein, au pied de leur manoir dans leur parc. Et la nounou de Damien, vous savez dans les familles de riches là où il y a une... putain, c'est quoi le terme en français? Parce qu'en anglais ils disent nurse, mais en français comme on dit... parce que c'est pas la babysitter, mais vous savez, en gros, celle dans les familles de riches, la nana qui est, comment dire, déléguée à l'éducation des enfants, qui reste avec elle tout le temps, quoi. Enfin avec les gamins un peu tout le temps. Et ben, donc ça, Nurse, euh, monte en haut du manoir, à l'extérieur, sur le toit. Elle dit devant tout le monde, elle dit Damien, je fais ça pour toi, c'est pour toi, gna gna gna. Et là, elle se jette dans le vide et en fait, elle se pend dans une scène assez spectaculaire. Et voilà. Et à partir de là, les choses vont se compliquer et il y a un prêtre un peu taré qui essaye de prévenir le couple Thorne que en fait leur fils est l'antéchrist, que quand le bébé qu'on leur a remis au départ, bah, il est né d'une union absolument pas euh, orthodoxe, catholique, et que en fait, voilà, tout simplement, c'est l'antéchrist et qu'il faut le tuer. Et à partir de là, c'est le père donc, Robert Thorne, qui est en mode, mais foutez-moi la paix, mon vieux, qu'est-ce que vous racontez? Et qui petit à petit se rend compte que les gens meurent autour de lui, y compris au bout d'un moment sa femme, et qu'en fait, effectivement, il faut buter le gamin. Euh, Bah, nourrice, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un terme. Mais oui, on n'a qu'à dire nourrice, mais ouais, enfin, il me semblait qu'il y avait un autre terme que je cherchais, mais c'est pas grave. Nourrice. Et voilà. Donc ça c'est l'histoire du premier et à la fin donc oui gouvernante, merci Netsa, c'était gouvernante que je cherchais, merci. C'est pas à cause du chien qu'elle se pend? Alors, il y a une vision du chien qui déclenche ça, Tysider, mais en fait, donc le chien commence à apparaître à ce moment-là dans le film, mais c'est une sorte d'envoyé du diable qui n'est que le déclencheur de plein d'autres choses. Elle se pend parce que c'est la volonté du diable qui, voilà, à travers le chien, commence à prendre possession du quotidien du gamin et de la nouvelle nourrice qui est aussi son envoyé. Mais voilà, elle dit qu'elle le fait pour Damien, qui est donc, voilà, elle le sait à ce moment-là, l'antéchrist. Et donc à la fin, au moment où Robert va pour tuer le gamin, bah déjà il a du mal parce que c'est un enfant qui dit non papa, pourquoi veux-tu me tuer, ne fais pas ça. Et ben à la fin donc il hésite et en fait les flics le descendent avant qu'il puisse le tuer. C'est vraiment un film que je trouve en gros vachement bien. En plus la musique est de Jerry Goldsmith, ce qui n'est pas mal, hein, d'ailleurs. Jerry Goldsmith qui a même qui a même composé la musique du deuxième et du troisième aussi. C'est un film qui est beaucoup plus quali que ce qu'on peut voir dans cette veine-là habituellement, enfin en tout cas quand on prend un peu les productions de base, parce que donc là j'ai décrit la scène de la pendaison par surprise, on va dire, de la gouvernante, qui est très frappante parce que donc déjà la mise en scène utilise beaucoup la grandeur, enfin la taille, l'énorme taille du manoir pour faire cette espèce, enfin pour sublimer cette espèce de surplomb entre donc la nourrice qui est sur le toit et tous les gens qui la regardent en bas et le moment où elle se jette dans le vide et qu'en plus son corps vient se fracasser contre une fenêtre et tout, enfin bref, c'est saisissant et surtout le silence qui s'ensuit. Et c'est hyper intéressant la manière dont Richard Donner utilise les silences dans ce film-là. Je vais pas faire tout le stream sur ce film, je vous rassure, hein, on va passer à la suite après. Moi, une scène que je trouve géniale, c'est la scène où le prêtre se fait empaler par la flèche de l'église sur laquelle, enfin, au bas de laquelle il est. Donc il a prévenu Robert Thorne, il a dit franchement, je vous assure, pour la dernière fois, je vous dis, votre fils est l'antéchrist. Thorne, il commence plus ou moins à le comprendre, enfin à le croire. Et donc le prêtre arrive
au pied d'une église, je sais plus ce qu'il vient y faire, mais alors là il y a une énorme musique de film d'horreur, genre vraiment genre avec des percussions, des pianos et tout dans tous les sens, une musique extrêmement assourdissante, et autour du prêtre, alors il y a du vent dans les arbres, c'est la tempête, il y a de l'orage, en tout cas il y a une sorte de suractivité à l'écran, jusqu'au moment où en fait le prêtre se retourne et il se rend compte que il y a du coup l'espèce de girouette ou de flèche ou quoi qu'il y a en haut du clocher de l'église qui bascule et qui tombe vers lui, et donc en fait qui le transperce, qui l'empale. Et au moment même, donc ça se passe en une seconde, le moment vraiment où le truc tombe et l'empale, tout à coup, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de musique, la caméra se recule, on est sur un plan large, totalement dans l'immobilité, donc ce mec qui était paniqué la seconde avant, et là qui tout d'un coup n'est plus qu'un corps qui est maintenu debout du coup par le pic, et on est vraiment genre dans la froideur totale de ce qui vient d'arriver, et vraiment dans la représentation de la fatalité, en mode on n'y pouvait rien. À une seconde, il y a la vie, il y a tout, il y a la panique, il y a tout ce qui est mouvant, vivant, stressant, tout ce qu'on veut, mais en tout cas tout ce qui est vivant. Et la seconde d'après, c'est le néant, et on n'a rien pu y faire, et ça s'abat sur nous comme ça, et point barre. Et en fait, il y a quelque chose de vraiment très glaçant dans cette mise en scène, et les autres films après vont vraiment essayer de renouveler ça. Et ce que les autres films vont essayer aussi de renouveler, c'est la mort du journaliste, du photographe, qui est joué dans le premier film par David Warner. Euh, Avec cette voix, je l'aurais au moins frappé. Non mais oh. Le David Warner, donc c'est le mec, c'est un mec qui a joué dans tous les films, qui a fait les seconds couteaux dans absolument tous les films, notamment dans Titanic, c'est celui qui fait l'homme de main du méchant là, qui passe sa vie à arrêter DiCaprio. Et et donc il y a la scène de sa mort en fait dans La Malédiction, donc c'est un personnage plutôt sympathique ma foi, qui est un adjuvant, et en fait sa mort c'est une scène de décapitation qui a un aspect aujourd'hui un peu risible entre guillemets, parce que c'est un mannequin qui se fait décapiter et que c'est très 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 visible à l'écran que c'est un mannequin avec de la peinture rouge et tout, voilà, bon, ça prête à sourire 2 minutes, mais en vrai la scène en elle-même, dans la enfin en fait le moment où il est dans la rue, il marche dans la rue, puis il refait je sais pas, il ramasse son appareil par terre ou il refait ses lacets ou je sais pas quoi, à ce moment-là il y a un camion qui recule, un camion qui transporte des plaques en verre, le camion freine d'un coup, un truc comme ça, et les plaques sont projetées du coup à l'horizontale vers lui, et il est décapité d'un coup. Et on voit genre sa tête qui tourne en l'air en mettant du sang partout, voilà. Pour 76, c'est canon, un peu comme effet gore, enfin en tout cas c'est audacieux, c'est ambitieux, et c'est très cool. Et la manière dont c'est mis en scène, encore une fois, avec cette espèce de brutalité extrêmement froide, extrêmement cruelle, c'est super fort. Et ça aussi c'est une scène clé, parce que par la suite, les films vont vraiment essayer d'égaler, enfin de reproduire en tout cas cet effet dont on sent qu'il a beaucoup choqué à l'époque. Euh, oui, je suis d'accord, Kaminski, c'est vrai que c'est malgré tout mieux avec un mannequin, même quand on voit que c'est un mannequin, que des CGI mal faits. Après, les CGI sont pas toujours mal faits, mais en l'occurrence, ouais. Euh, voilà, donc ça c'était un peu pour les scènes clés. Par ailleurs, le tournage a beaucoup été réputé comme étant lui-même maudit, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses néfastes, on va dire. Il est arrivé pas mal de choses néfastes à l'équipe sur ce tournage, et après l'équipe aussi. Enfin, après le tournage, je veux dire, à l'équipe. J'ai écrit un dossier dessus sur Écran Large, donc je vais pas tout répéter ici, mais n'hésitez pas à le lire si vous le voulez. Salut Davos Coco, bah justement, on parle. J'ai notamment vu La Malédiction, l'origine hier, du coup, et c'est de lui dont on parle. Euh, Est-ce qu'on a une attaque de bot? On a une attaque de bot? Excusez-moi. Da, da, da. Hop. Voilà. Donc, j'en étais où? Oui, donc le premier. Ensuite, le deuxième, donc le tournage était maudit, machin, machin. Bon, ça, vous pourrez aller lire ça plus tard si vous le souhaitez. Et donc, le deuxième film arrive, lui, en 80, non, en 78. Ah oui, alors sachant que le premier, alors c'est pas étonnant qu'il y ait eu un deuxième film, parce que le premier a eu un petit budget, comme souvent les films d'horreur, de 2,8 millions de dollars. Je parle chiffre hors inflation, hein, c'est l'époque, donc aujourd'hui ce serait chiffré un peu plus, mais voilà, ça reste un petit budget. Il en a rapporté 61 au box-office, donc belle opération, hein, 2,8 millions dépensés pour 61 millions de, de rapporter, c'est plutôt pas mal du tout. Ça, c'est la magie des films d'horreur, hein, quand ça marche bien, en général, on a dépensé peu et on ramasse le jackpot, donc ça, c'est cool. Donc, en 78, voilà, évidemment, il y a Damien, la Malédiction 2 qui sort. Et alors,
Là, le film essaye de beaucoup reproduire, et c'est l'un de ses problèmes, parce que je trouve le film est très correct. Il est réalisé par Don Taylor, qui avait qui a pas réalisé énormément de choses, mais qui avait fait la vieille version de L'île du docteur Moreau. Il essaye de répéter pas mal la formule de l'ancien, parce qu'on a là aussi un casting qui est très solide, parce qu'il est fait par, il est composé de vieux acteurs qui ont été des gloires passées, qui sont plus tellement dans la fleur de l'âge, mais qui apporte quand même vachement de cachet et de crédibilité. Donc dans le premier film, évidemment, c'est Gregory Peck, surtout, donc qui était un très grand acteur, qui avait joué dans Vacances romaines avec Audrey Hepburn, dans Moby Dick, dans Les Nerfs à vif, qui était une grande star dans les années 50-60, et Lee Remick, qui était peut-être moins connu que lui, mais qui avait quand même fait Autopsie d'un meurtre de Otto Preminger, La fleur sauvage, et Le fleuve sauvage, pardon, et plein de choses. Là, dans le deuxième, on a du coup William Holden, qui joue le frère Thorne, donc le frère du père du premier, le frère de Gregory Peck, qui a donc adopté Damien, qu'il a recueilli après la mort de son frère. Et donc William Holden était notamment le héros de l'immense chef-d'œuvre Boulevard du Crépuscule, et qui était aussi par exemple le... Oui, mais oui, bah, n'est que pour les abonnés de façon temporaire, ou même pas temporaire éventuellement, hein, mais bon. Et qui était aussi par exemple dans Sabrina de Billy Wilder, aussi avec Audrey Hepburn. Bref, voilà, et sa femme est jouée par Lee Grant, qui a joué dans Le Propriétaire ou Shampoo, par exemple, pour lequel elle a eu un Oscar. Bref, donc on a des castings solides, comme c'est pas toujours le cas dans les séries B d'horreur. Donc c'est le plus... Hey, merci Œil de Cali, merci pour le raid. Merci d'être venu, et du coup, merci à tes invités d'être ici. Euh... Davos Coco, et donc tu crois vraiment à ces malédictions réelles en rapport? Je sais pas tant, c'est pas tellement, c'est ce qui s'est dit sur le tournage. Les gens ont dit que le tournage avait été maudit. Moi j'ai pas tellement d'avis là-dessus. Je trouve que la manière dont c'est raconté longtemps après dans un bonus par Richard Donner et le producteur, je trouve que ça a quelque chose d'assez racoleur. Essayer de voilà de enfin ça se trouve à l'époque ils ont vraiment eu peur, et ils se sont vraiment dit, parce que le producteur dit que au moment du tournage il avait fini par s'auto-convaincre que le diable ne voulait pas qu'ils réalisent le film, et qu'ils voulaient leur mettre des bâtons dans les roues. Voilà, la manière dont ensuite ils ont essayé de relier tous les drames où des gens sont morts de près ou de loin, voilà, à la production du film, je trouvais que ça a un côté un peu racoleur, un peu facile, pas toujours, pas extrêmement élégant. Moi j'ai pas grand chose à en dire de ça, c'est pas le sujet de toute manière, mais enfin. Si ça t'intéresse, tu pourras lire mon dossier sur écran large de toute manière, voilà. Donc dans le deuxième, je reviens au deuxième. Le deuxième est pas mal du tout, je trouve, c'est pareil, plutôt très honnête comme film. C'est pas une très mauvaise suite, c'est juste qu'il a pas énormément d'intérêt, parce qu'encore une fois, les choses qui marchent bien, c'est ce qui marchait bien dans le premier. Donc là, Damien est un peu plus grand, il est adolescent, et en fait, il se reproduit la même chose que dans le premier. C'est qu'au départ, les parents pensent qu'il est gentil, ils l'ont recueilli, oh, son père est mort, c'est pas de chance, enfin ses parents sont morts, c'est pas de chance, et petit à petit, ils vont finir par être convaincus par des gens de l'église et tout, que en fait c'est l'antéchrist, et à la fin, le gars, enfin son oncle du coup va encore essayer de le tuer, et à la fin, l'oncle meurt avant de réussir à le tuer. Ils ont changé quelques trucs, mais globalement, on est vraiment sur la même trame, donc il n'y a pas d'évolution. C'est pas mal, il y a quelques scènes qui sont réussies. Ils ont réessayé aussi de faire du coup des scènes choquantes comme celle que j'ai décrite dans le premier, qui fonctionnent pas mal. C'est juste qu'on sent qu'ils ont voulu être un petit peu dans la surenchère, un peu dans l'imitation, donc c'est pas mal, c'est juste pas dingue, ça n'a pas la fraîcheur évidemment et l'authenticité du premier. Donc c'est pas du tout une mauvaise suite, mais ça n'apporte pas grand chose, on va dire quand même. Il y a quelques scènes sympas et tout, moi je regrette absolument pas que ce film existe et de l'avoir vu et tout, mais bon, c'est juste pas le premier quoi. Mais disons que ça se maintient plutôt pas mal en termes de niveau pour une saga d'horreur. Et ensuite pour la malédiction, donc la malédiction finale, le troisième film, qui arrive en 1981. Là, on comprend que c'est un petit peu... Enfin, on comprend que le film soit né, parce que le deuxième, du coup, a fait une beaucoup moins belle performance que le premier, pour 6,8 millions de box-office, de budget, pardon, donc c'est-à-dire quand même 4 millions de plus que le premier. Il en a rapporté que 26, donc ça reste très rentable, on est d'accord, mais c'est pas les 61 millions de recettes du premier, malgré tout. Donc là, pour le troisième, ça valait le coup d'en produire un troisième, enfin, ont-ils estimé en tout cas. En revanche, on est retombé sur un budget de 5 millions, donc un peu entre les deux. Et d'ailleurs, il en a rapporté que 20 millions, donc on comprend que par la suite, pour le quatrième, on soit passé sur un format téléfilm, que d'ailleurs je n'ai pas vu, donc ça j'en parlerai pas. Mais donc le troisième, il sort en 1981, il est réalisé par Graham Baker, qui n'a pas fait grand chose de reluisant. Il a fait le Beowulf avec Christophe Lambert, hein, voilà, donc c'est un réalisateur dont on n'entend pas beaucoup parler, et peut-être tant mieux. Le film est pas
atroce, mais il est pas bien. Ce qui est marrant par contre, c'est que donc le Damien dans ce film-là est devenu adulte, du coup, il a 32 ans, il est joué par Sam Neill. Sam Neill qui n'avait pas encore fait Jurassic Park, qui n'était pas la star qu'il est devenu par la suite, mais donc ça fait plaisir de le voir là-dedans. Il est assez marrant, son interprétation est assez marrante, mais bref. C'est toujours Jerry Goldsmith à la musique. Et ce film, écoutez, c'est pas atroce, mais je le trouve quand même pas bien. Le truc, c'est qu'en fait, à la fin de celui-ci, Damien meurt. Donc là, il essaye de devenir président des États-Unis et par ailleurs, il est chef d'une secte satanique qui le vénère du coup comme étant l'Antéchrist. Le problème, c'est qu'en fait, ça fait déjà 3 films à ce stade qu'on nous dit, mon Dieu, mais si Damien n'est pas arrêté, si Damien prend du pouvoir, en fait, c'est littéralement l'envoyé du diable, c'est littéralement l'antéchrist, le monde va sombrer dans les ténèbres, toute la société va s'écrouler, il y a énormément de gens qui vont mourir, il y a plein de choses atroces qui vont se passer, et en fait, ça n'arrive jamais. Que ça n'arrive pas dans le premier film, certes, l'histoire est construite autrement et c'est très bien, et voilà, et en fait, ce qui fait peur, c'est justement ce qui va arriver par la suite quand on comprend qu'ils n'ont pas réussi à neutraliser Damien. Le deuxième, on se dit, bon, d'accord, la formule est strictement la même, mais admettons. Au bout du troisième film, c'est vraiment abusé parce que du coup, là, on nous fait croire à une surpuissance démoniaque terrible. Et en fait, les morts des personnages restent à un niveau très individuel où c'est bon, bah, il y a un mec qui meurt effectivement dans un accident tragique, un autre à droite et à gauche. Bon, les gens meurent toujours autour de Damien et c'est horrible, mais en fait, ça ne dépasse jamais ce stade-là. Et donc, en fait, quand il est tué, pour le coup, grâce à un contre-Damien, un anti-Damien, donc c'est-à-dire un gosse envoyé cette fois-ci par le Christ, plus ou moins, je crois, un truc comme ça. Bon, finalement, ça se règle et il meurt en fait avant que cette fameuse apocalypse qu'on nous tisse depuis 3 films n'arrive. Donc, bref, pas d'intérêt, je trouve. Et donc après, en 91, on passe sur un téléfilm et comme effectivement là, les films commençaient à rapporter de moins en moins, c'est logique qu'on passe sur le format télé. Bon, c'est toujours un peu misérable. Enfin, c'est pas du tout misérable de faire de la télé, c'est absolument pas ce que je veux dire, mais ça saoule de toujours partir d'une œuvre de cinéma et de la décliner et de l'étirer jusqu'au moment où on se dit tant pis, on va en faire un téléfilm fait avec 3 francs 6 sous avec zéro intention artistique derrière et point barre juste pour essayer de gratter encore un peu les fonds de tiroir. Bref, il y a une série aussi qui a été faite que je n'ai pas vue et ben merci Davos Coco. Et donc ensuite, ce qu'il y a eu, c'est un remake. Et ça nous intéresse le fait qu'il y ait un remake pour ensuite parler de La Malédiction l'origine, donc qui est, comme je rappelle, le sujet de ce live sur lequel on va arriver. Parce que, en fait, La Malédiction l'origine pose la question d'avoir une suite. En tout cas, à la fin du film, évidemment, il pose la question il laisse la porte ouverte à la possibilité de faire une suite. S'il marche suffisamment, ce sera sûrement le cas. Je suis pas sûre qu'il marche suffisamment, mais admettons. Et du coup, est-ce que cette suite, ce sera une histoire parallèle à celle qui s'est passée dans les premiers films, ou au contraire, est-ce qu'on va déboucher sur un remake du premier film, sachant donc qu'il existe déjà un remake du premier film, qui a été fait en 2006, et donc pour ça, je suis pas sûre qu'ils essayent de faire un remake. En 2006, donc c'est un film réalisé par John Moore, avec Liev Schreiber, qui est un très bon acteur, qui joue dans la série Ray Donovan et qui est dans les Scream. Dans les Scream, c'est celui qui fait le mec que Sidney accuse à tort au départ d'être l'assassin, et qui ensuite essaie de se faire inviter sur tous les plateaux télé et tout. C'est un excellent acteur, c'est juste que dans ce film, je trouve que c'est un casting qui pèse beaucoup moins que Gregory Peck. Bon, alors déjà parce que Gregory Peck, c'est quand même Gregory Peck, et parce que du coup, là, on est sur un personnage, sur un casting plus jeune, qui du coup n'a pas la même... comment dire, ne porte pas le même message vis-à-vis du regard qu'il porte sur l'importance de la grossesse de sa femme, l'importance de remplacer le bébé mort-né par un autre bébé, sur son implication dans la politique, etc. Je trouve que on perd quelque chose dans l'écriture du personnage vis-à-vis de l'âge de l'acteur. Bon, c'est pas gravissime, mais voilà. Sa femme est interprétée par Julia Stiles, donc on a vu dans 10 bonnes raisons de te larguer ou dans la saga Jason Bourne. Et le photographe est incarné par David Thewlis, donc on a vu dans... Alors moi, je l'ai surtout vu dans Cœur de Dragon, bien sûr, il faisait le méchant, mais vous l'avez vu être loup-garou dans Harry Potter 3, on l'a vu dans... On l'a vu dans énormément de films, lui aussi, second couteau extrêmement présent au cinéma.
Et là aussi, ils ont essayé du coup de faire sa scène de décapitation. Ils ont dans le remake, ils ont vraiment mis l'accent du coup sur la scène de décapitation et la scène de l'empalement du prêtre. La scène de décapitation, ils l'ont fait autrement parce qu'ils savaient que le public savait qu'elle arrivait, elle attendait au tournant cette scène. Donc ils ont essayé de changer la manière dont il se fait décapiter. C'est plus une question de vitre avec un camion et tout. C'est une enseigne dans une petite rue de village italien, une enseigne en métal qui se décroche et qui tourne sur elle-même et qui en fait a une partie, en fait la partie qui était en haut bascule du coup vers le bas et ça forme une sorte de lame, enfin de guillotine, ou voilà, bref, ça bascule et le mec se relève à ce moment-là et ça lui fauche la tête et là aussi la tête tourne et ça met du sang partout comme dans l'original. La scène est vraiment pas mal réussie, c'est juste que ça fait tellement regardez, on essaye de faire comme l'original, on savait que vous nous attendiez au tournant, on tente un truc, on change mais c'est bien quand même et tout, que c'est juste, ça fait un peu travail de bon élève en mode on a bien fait nos devoirs et pourquoi pas, mais c'est voilà. Et la scène de l'empalement du prêtre, c'est pareil, ils ont tenté. Je trouve que là, le problème, c'est qu'il y a des CGI vraiment très très moches parce que du coup, la flèche de l'église transperce un vitrail. Très belle idée, hein, esthétiquement ça pouvait être très beau. Le problème, c'est que voilà, c'est trop, enfin, les effets sont trop laids à ce moment-là, c'est dommage, donc ça gâche un peu le truc. Ils ont essayé le truc du silence après avec le plan large, un peu comme je décrivais pour le premier film, mais c'est pas aussi réussi, c'est pas aussi dramatique, aussi désespérant comme moment, donc. Remake ok, mais extrêmement propre et scolaire, et donc qui n'apporte vraiment pas grand chose. Au contraire. Musique de Marco Beltrami, donc on reste quand même sur des bons compositeurs. Voilà. Et donc, nous arrivons enfin à La Malédiction, l'origine, qui est donc sortie au cinéma la semaine dernière. Voilà. Donc, le film est réalisé par Arkasha Stevenson. J'ai oublié de vous noter ce que cette personne avait réalisé d'autre. Je vais regarder ça tout de suite. Ah bah c'est parce qu'il y a plus de cette personne n'a pas de page Wikipédia, c'est pour ça. Alors, elle a réalisé Channel. Alors ça c'est des Channel Zero, mais ça c'est une série. Ah oui, elle a réalisé un épisode de Légion. Ouais, donc elle a surtout réalisé jusque-là des épisodes de série. Intéressant. Donc c'est ça, a priori son premier long métrage, j'ai l'impression. Oui, c'est ça, absolument. Attends, j'avais même pas regardé ça avant de vous parler. Bref, donc c'est très cool. Arkasha Stevenson s'en tire du coup très bien. Et en fait, ça fait vraiment plaisir parce que je trouve que ce film. Ah, merci beaucoup Netsa pour l'abonnement. Je suis désolée, j'ai du mal à tout lire dans le chat tout comment dire, en développant, en déroulant mon fil. Ouais, merci beaucoup. Merci infiniment. Du coup, j'ai pas vu quelle race de chauve-souris tu étais, mais j'espère que tu en as une qui te plaisait. Donc, l'histoire, c'est que Margaret, qui est interprétée par Nell Tiger-Free, c'est un peu son premier rôle au cinéma, son premier rôle significatif, important. Donc, c'est une jeune femme qui est envoyée à Rome pour être au service de l'Église. Donc là, je vous lis le résumé Wikipédia. Elle s'apprête à prendre ses vœux, là, hein, comme dans Immaculée. En gros, tous les films de nonnes ces derniers temps, ça commence au moment où l'apprentie nonne, l'aspirante nonne, elle va prendre ses vœux. À chaque fois, il y a cette bascule de genre le moment où on décide vraiment d'abandonner sa vie à la foi et à Dieu, de donner sa vie à la foi, enfin appelez ça comme vous voulez, qui est un moment de bascule spécifique, qui est toujours utilisé dans les films de non-exploitation de ces derniers temps. C'était la même chose dans le premier La Nonne, admettons. Et donc, elle va découvrir une terrible conspiration, nous dit-on, pour faire naître un enfant qui serait l'antéchrist. Donc, en fait, sans surprise, et encore une fois, je suis désolée, mais je vais spoiler, c'est la future mère de Damien, en fait. Parce que, donc, dans l'histoire, au départ, en fait, on comprend qu'elle est à la recherche de la jeune femme qui sera, a priori, fécondée, entre guillemets, par le diable avec l'aide de cette église qui est en réalité satanique, pour donner naissance à Damien, donc le Damien des premiers films. Et en fait, vers la fin du film, on comprend, les personnages comprennent et elle-même que en fait c'est elle, la future mère de Damien, qui va être enlevée du coup pour être fécondée par le diable. Donc là c'est le côté un peu Rosemary Baby. J'avais déjà cité Rosemary's Baby pour Immaculée, mais là il y a vraiment des scènes qui reprennent vraiment une esthétique Rosemary's Baby, au niveau notamment du coup du viol rituel de la jeune femme par le diable. Et ah oui, t'as pas vu la chauve-souris non plus, net ça, bah, c'est pas grave. Mais oui, d'accord, Davos Coco, mais ça va. Je vais m'en tirer, je pense. Euh, donc voilà, où est-ce que j'en étais du coup. Vous me faites perdre mon fil.
Donc oui, donc c'est elle qui va donner naissance à Damien, et à la fin, évidemment, donc elle est enceinte, elle donne naissance à ce petit monstre qui est donc récupéré par l'église, et donc on sait qu'ils vont donner ensuite le bébé à Robert Thorne, donc on voit à la fin la photo de Gregory Peck et tout, et donc on rattache le fil comme ça. Et du coup, moi, ce qui me pose question à la fin, c'est que elle ne meurt pas, notre héroïne, alors que jusque-là, dans tous les films, la malédiction, le personnage principal du film finissait par mourir à la fin. Elle ne meurt pas, et elle s'échappe avec la jeune fille qu'elle voulait protéger parce qu'elle pensait que c'était elle qui serait la future mère de Damien, et elles vivent tranquille avec la fille qu'elle a eue, parce que quand elle a accouché de Damien, il y avait une jumelle avec qui était une gentille petite fille qui n'était pas l'antéchrist, et donc elles vivent toutes les trois ensemble dans un chalet reculé dans la neige, et en fait à la fin, le prêtre, parce que là aussi il y a un personnage de prêtre important, vient leur dire écoutez, voilà, l'antéchrist s'appelle Damien, et il est toujours vivant, et voilà. Donc en fait, on se doute que là, il se laisse la porte ouverte à la possibilité de faire une suite si besoin. Et à partir de là, je me pose la question de la pertinence de ça. C'est dommage, parce qu'encore une fois, j'ai aimé le film, on va revenir en détail dessus, mais ça, je trouve ça un peu dommage, parce que je sais qu'il y a une frénésie des franchises d'horreur en ce moment, les Scream, les Beetlejuice, bientôt les nouveaux Freddy, les nouveaux Vendredi 13 et tout, que ça ne s'arrête pas. Mais c'est dommage, parce qu'en fait là, s'ils continuent, ça veut dire qu'ils font une histoire parallèle à celle des premiers films, auquel cas, parce qu'encore une fois, je pense pas qu'ils fassent un remake, à moins que, mais je pense pas. Donc c'est pareil pour l'exorciste, enfin voilà. Là, s'ils font une histoire parallèle, on sait d'avance que cette histoire, elle aura pas d'impact sur les films qui existent au départ. Parce qu'en fait, on a vu les films de départ, et il n'y a pas la mère de Damien, elle intervient plus jamais en fait, ni sa soi-disant sœur jumelle que là ils ont sorti du chapeau, bon voilà. Donc je m'inquiète un peu pour la suite, pour ce que ça va donner, parce que j'ai peur que ça donne des immondices, mais ce film-là, il est réussi malgré tout. Voilà, je suis déçue de cette fin, mais voilà. Donc pour reprendre un peu les choses dans l'ordre, là aussi, le film réussit. En fait, il entreprend aussi d'avoir des scènes très chocs, très marquantes, qui rappellent du coup les meilleures séquences du premier film, mais il est réussi, je trouve, vachement bien. Je commence avec la séquence d'ouverture, celle avec le prêtre, du coup, parce que là, on a aussi un casting vraiment solide dans ce film-là. Donc on a notamment le personnage du prêtre qui est joué par... Merde, j'ai pas son nom. Excusez-moi, je recherche. Nanana. Nanana. Où est ma page? Le mec qui jouait dans Misanthrope. Ah oui, voilà. Ralph Ineson, Hanson, je sais pas exactement comment on prononce. De toute manière, je vais vous mettre des photos. C'est un mec qui faisait une très très belle prestation dans... Attendez, putain, comment je bouge mon... Oh là là, excusez-moi, il faut juste que je retrouve comment je bouge mon... diaporama. Est-ce que tout à l'heure, quand j'ai redémarré mon ordinateur, ça a enlevé mon diaporama? J'ai peur de ça. Ah merde, j'ai l'impression. Excusez-moi, laissez-moi 2 secondes le temps que je vous refasse un diaporama, parce que ce serait trop bête de pas vous mettre les photos du film. J'avais prévu tout ça. Hop. Quand même que je vous illustre un petit peu tout ce dont je parle. Donc ouais, je sais pas si vous avez vu Misanthrope, du coup, qui était sorti l'année dernière avec Shailene Woodley, qui était un super thriller, un peu façon Silence des agneaux dépressifs, en tout cas c'est comme ça que je l'avais appelé sur écran large. C'était vachement bien. Et donc il jouait le tueur tout simplement. Et il faisait une très belle performance, et je suis contente qu'on le retrouve au cinéma. Il a une voix extrêmement profonde, extrêmement grave, il a une super présence, et bref, c'est cool de le voir. Voilà. Et donc, sa photo, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi il m'envoie... Pourquoi il me laisse cette image en plein milieu? Oh, fait chier. Oh. Merde, je suis désolée. Il y a un truc qui a bugué, je ne sais pas comment je peux enlever ça. Excusez-moi, hein, juste le temps que j'essaye de régler ce petit problème. Hey, merci Pierre, Pierre pour l'abonnement. T'arrives pile en plein problème technique, mais merci beaucoup. Hmm. Ah, il le met dans... Ah, d'accord. En fait, c'est comme une grosse débile. Voilà. Là, on est mieux. D'accord. Très bien. Donc, je reprends. Une photo du coup du prêtre. Voilà, c'est lui.
donc l'acteur de Misanthrope qui est excellent, et donc il intervient dans une scène, comment dire, la scène d'introduction, où il parle avec un vieux prêtre qui est lui-même interprété par, j'ai oublié son nom, mais le mec qui fait le père Lannister dans Game of Thrones. En fait, là, on reproduit. En fait, d'entrée de jeu, le film dit. Ok, on sait d'où on vient, on connaît les références de la première saga, on sait que c'est des références énormes, on va devoir en passer par là, et en même temps on va vite évacuer ça pour proposer notre propre chose. Euh... Merci Pierre. Et donc en fait dans cette scène d'intro, il y a ce dialogue entre les deux prêtres, et en fait là, direct, d'office, on commence par la reprise de la scène du premier et du deuxième, pardon, où du coup la flèche de l'église devant laquelle parlent les deux prêtres tombe, transperce un vitrail comme le remake, pardon. Là, ils ont repris l'idée du remake, ils ont un peu mélangé les deux. Et en fait, la flèche tombe, on voit qu'elle tombe derrière le prêtre le plus vieux qui parle, et en fait, on ne sait pas pendant un moment, on se doute que en fait, ça l'a transpercé d'une certaine manière, et en fait, on pense qu'il va être mort sur le coup, et que celui qui lui parle ne se rend pas compte parce que la flèche est derrière et qu'il la voit pas, et en même temps, non, il relève la tête, il dit non, tout va bien et tout, donc on pense que c'est bon, en même temps, on se doute qu'il y a un truc bizarre, il tourne le dos, et il marche, et nous, on voit pas en fait, parce que la caméra à ce moment-là passe face sur lui, donc on voit pas ce qu'il y a dans son dos. Et le premier prêtre donc, qu'on voit à l'écran lui dit Père machin, vous êtes sûr que ça va? Et là il se retourne et on s'aperçoit qu'en fait son crâne a complètement été fendu par la flèche qui est tombée. Et du coup cette scène, je trouve elle prend complètement le contre-pied de la manière dont a été filmé ce motif dans les précédents films. On n'a pas ces plans larges extrêmement silencieux et immobiles qui glacent le sang justement par leur immobilité, par la manière dont ils sont hyper figés dans l'horreur qu'ils nous décrivent. Là, on est vraiment dans le... Bon, alors on joue sur le découpage de plans, sur le changement de point de vue, sur le dialogue, sur voilà, la montée d'un suspense, voilà. Et en même temps, c'est vachement bien fait, et justement, c'est glaçant parce que on n'est pas dans la copie de ce qui a été déjà fait, on est dans la référence énorme, la référence très très évidente. On se dit quand même, dans ce pays, il y a quand même beaucoup de flèches d'église qui tombent à travers des vitraux pour empaler des prêtres, mais il y a un truc qui fait que là, on nous propose vraiment quelque chose de nouveau, et qui, dans son propre style, est vachement bien mis en scène. Donc bravo la réalisatrice, parce que c'est vraiment assez canon. Et... Mais non, mais Mr. Grieve, c'est le problème technique que j'ai eu à l'instant dont il parle. C'est le fait que j'ai eu du mal à mettre en place mon diaporama. Pas de panique, c'est réglé. Voilà. Hop, hop. Que je change de photo. Et donc en fait tout le film va être comme ça, à avoir en fait des propositions esthétiques. Alors c'est pas une proposition esthétique radicale du tout, on n'est pas sur un film d'auteur au sens un peu classique auquel on peut l'entendre, avec du coup une narration extrêmement, une narration ou une esthétique très radicale, très originale même, on n'est pas sur un film extrêmement original bien sûr, mais dans la formule de film d'horreur entre guillemets grand public, entre guillemets bien distribué, qu'on connaît tous, un peu la forme de série B un peu lisse, un peu classique, il est vachement efficace et il propose de très belles choses. Je défile un peu les images, mais voilà, je voulais vous montrer ça. Là, c'est une affiche qui a été faite à partir d'un plan du film. Alors même si dans le film, c'est pas exactement cette image-là qu'on a, parce que donc là, encore une fois, c'est une affiche qui a été retravaillée. Il y a dans le film un plan où en fait l'héroïne est face à l'hôtel comme ça, donc elle est tournée vers l'hôtel, elle est accroupie ou à genoux, je me rappelle plus, et la caméra recule, dessert, comment dire, élargit le plan en travelling arrière, et les bougies qu'il y a au-dessus d'elle commencent à apparaître dans le cadre, puis ensuite c'est les bougies d'en dessous, donc il y a la bouche qui commence à se former, puis ensuite on élargit encore et il y a les deux lanternes en dessous qui apparaissent, et donc ça fait cette espèce de tête de Némon avec la bouche au centre de laquelle l'héroïne se trouve. Et c'est pas hyper subtil comme effet, on peut pas dire, c'est un peu grossier, mais c'est très joli. Et le film est bourré de belles images comme ça qui prennent leur temps réellement de créer un effet visuel qui est hyper efficace et qui en fait est complètement à l'opposé de ce que fait l'univers Conjuring ces derniers temps. Alors, je sais que je prends beaucoup Conjuring comme étant une référence de film d'horreur raté ces derniers temps. J'aime beaucoup les Conjuring, enfin j'aime beaucoup les deux premiers Conjuring. Là je parle surtout de La Nonne 2, évidemment la comparaison c'est quand même un peu évidente. La Nonne 2, l'une des nombreuses critiques qu'on avait pu faire à cet énorme navet, c'était le fait que le montage soit sans arrêt surdécoupé, ce qui faisait qu'en fait aucun effet
aucun effet, aucune montée de tension, aucune péripétie à l'écran, aucun choc ni quoi que ce soit ne réussissait à réellement impacter le spectateur, parce qu'en fait tout était constamment surdécoupé, la caméra était tout le temps en mouvement, il n'y a aucun plan qui durait plus de 2 secondes, et du coup en fait il n'y a rien qui avait un réel impact, parce que le montage n'autorisait à aucun effet de réellement se dérouler. Et là, en fait, le film fait complètement ça, et c'est trop bien, parce que du coup, on a des ralentis, on a des, on a des plans très lents, très longs, et en fait, qui prennent le temps de vraiment nous saisir. Donc c'est le cas de ce plan-là, encore une fois, c'est pas le plus subtil, mais il montre vraiment l'audace esthétique, encore une fois, qui est pas énorme, mais pour ce genre de film, c'est quand même, on est quand même sur de réelles propositions de mise en scène et d'esthétique, et ça fait quand même vachement du bien. Euh, je crois pas que ce soit l'actrice de The Servant, Robo Sensei. J'ai pas vu The Servant, cela dit, donc vérifie peut-être, mais je suis pas sûre. Je crois qu'elle a vraiment pas fait grand-chose avant. Euh, Effectivement, Pierre, le thème de la bouche, il revient plusieurs fois dans la mise en scène du film. J'ai un peu... Ma caméra, elle est un peu en gros plan, bon, c'est pas très grave. Et je pense aussi au début du film, à un moment donné, il est question, parce que dans l'intro, on nous montre le viol initial du coup de la nana qui a été du coup agressée par le diable, enfin violée par le diable, inséminée par le diable on va dire, pour ensuite donner naissance à celle qui sera la mère de Damien. Alors ça c'est le côté un peu chiant du film, parce qu'on sait que le diable il a d'abord dû avoir un premier bébé qui serait la future mère de Damien, qui doit donc, comme c'est sa fille, il doit quand même, et donc elle a la marque des 666 comme Damien, il doit l'inséminer elle pour ensuite donner naissance à l'antéchrist. Bon, c'est un peu relou comme idée, comme concept, mais admettons. Parce que du coup, il y a pas mal d'éléments qui se répètent et parfois on se perd un peu. Bon, c'est pas très important. Mais du coup, quand tu nous as raconté cette première histoire de la nana du coup qui a donné naissance à la future mère de l'Antéchrist, il y a ce plan au ralenti des pieds de la nana dans des collants troués, donc c'est vraiment un plan sur ses pieds et sur le sol, et en fait il y a du sang qui tombe, donc on se doute que c'est post-accouchement, au moment où elle perd les os ou quoi. On sait pas exactement, on est dans une imagerie de toute manière assez morbide, et donc il y a du sang qui coule, et il y a ses orteils qui se contractent dans le sang qui est par terre, et c'est une image extrêmement simple, c'est un plan fixe, mais il est au ralenti, et avec la voix off qui y a par-dessus, qui est en train de nous raconter un truc dégueu, et cette image qui sous-entend tellement de choses, dont la manière, c'est tout con, hein, mais dont l'actrice fait jouer ses pieds avec le ralenti, et juste cette suggestion d'eau sanglante qui coule lentement de ses jambes et tout, avec les collants troués et tout, je sais pas, il y a du génie dans la manière dont en fait ces quelques petits éléments visuels sont assemblés pour faire un truc qui on se dit, ah putain, il y a un vrai truc, il y a de la vraie personnalité, il y a une vraie mise en scène dans ce film, quoi. Et c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment canon. Alors, Netza, oui. Ah oui, donc Nell Tiger Free, tu nous dis effectivement, elle est dans The Servant. Ok, bah autant pour moi, il est vraiment temps que je rattrape cette série. Euh, Autre plan que je trouve notable dans le film, il y en a plein, je vais pas tous vous les citer, je vous en cite quelques-uns. Malheureusement, c'est des plans que j'ai pas toujours en illustration, mais tiens, je vais vous mettre celui-là qui est très joli. Alors dans le film, lui, il a un peu, là on voit pas bien, l'image est très sombre. Dans le film, son oreiller est vraiment rose dans cette image-là. En tout cas, elle a vraiment les cheveux qui sont étalés autour d'elle comme une araignée, et avec son regard et tout. Enfin, le plan est extrêmement esthétique. Celui-ci, il est peut-être presque trop, parce qu'on dirait presque un édito de magazines de photographie ou de maquillage ou de mode, mais c'est pas très grave. Le plan est très beau. Ce qui compte, c'est qu'il y a beaucoup de très belles images comme ça qui ponctuent le film. Vraiment, je les ai, encore une fois, je vais pas toutes les montrer là. Il y en a partout dans le film. La photo est vraiment belle et la mise en scène, donc, il fait beaucoup. Et donc, dans la fameuse chambre où se trouve notre héroïne là, donc c'est la chambre qu'elle loue en ville et qu'elle partage avec une autre donne, elle. Je sais pas, non, elle la loue pas en ville d'ailleurs, je crois que c'est dans le couvent, je me rappelle plus. Bref, il y a un plan, donc le premier soir qu'elle passe dans cette chambre, elle attache son espèce d'habit de nonne au mur. Tout de suite, on voit évidemment, on sait, son habit de nonne contre le mur, ça fait tout de suite une silhouette de nonne. On sait que ça va mal se passer à ce moment-là, on le sait. De toute manière, on sait tout ce qui va se passer dans le film, il y a très très peu de surprises. Encore une fois, la qualité du film tient vraiment à son casting et à sa mise en scène et à son atmosphère, absolument pas à son écriture qui est de toute manière extrêmement bateau, et voilà, il y a zéro surprise de scénario. Mais tout comme dans Smile par exemple, je trouve que, enfin moi il m'a fait pas mal penser à Smile, parce qu'en fait il ne repose que sur des clichés, mais qui sont bien mis en scène et qui sont très maîtrisés et de manière très efficace, et du coup qui fait que ça marche quand même. Donc voilà. Et donc dans cette séquence, elle pose donc son habit de nonne, puis ensuite elle fait sa vie dans sa chambre, et elle va se mettre à faire ses prières accroupie, enfin à genoux au niveau de son lit.
Et on a une sorte de plan qui balaye la pièce. À un moment donné, elle entend une voix derrière elle, un bruit, je sais pas quoi, ça lui fait tourner la tête. Elle voit son regard balaye la pièce, on voit son habit, ça s'arrête un peu à ce niveau-là. Et c'est plongé dans le noir, plus ou moins, mais on distingue la silhouette. On sait qu'à un moment donné, la silhouette va prendre vie. Et là, il y a le rideau de sa fenêtre qui passe devant l'écran. On sait très bien que quand le rideau va s'abaisser, on sait très bien qu'il y aura un truc qui va apparaître. Effectivement, le rideau se rabaisse, et à ce moment-là, la silhouette, son habit, est effectivement devenue une vraie nonne qui se tourne lentement vers elle et qui fait un petit bruit qui fait genre une sorte de ah ou je sais pas quoi. C'est c'est con comme la lune. Ça a été vu partout, 15 000 fois. Et pourtant, putain, qu'est-ce que ce moment m'a fait flipper. Pourtant, je savais, à la milliseconde près, je savais exactement ce qui allait se passer. Mais il y a une simplicité dans la manière dont c'est fait, alors qu'on est habitué, encore une fois, à cause de Conjuring, à des films d'horreur qui répète ce genre de séquence à l'envi, mais qui surdécoupe, qui rajoute beaucoup trop de musique, beaucoup trop de bruit artificiel pour faire du jumpscare, qui rajoute des zooms ou des visages qui se précipitent à la caméra et qui saturent l'espace, ce genre de choses, qui en fait gâchent complètement l'effet. Et là, on est sur une simplicité. À partir du moment où la caméra s'est fixée, il n'y a plus de mouvement, il n'y a pas de zoom, il n'y a pas la créature qui fonce vers l'objectif, c'est juste... Et il y a cette espèce de son qui dure une demi-seconde, qui déstabilise et en fait qui rend en ce moment terrifiant, mais avec rien. Et en fait, tout le film fonctionne comme ça, vraiment la simplicité des effets, mais l'authenticité avec laquelle ils sont faits, du coup, qui fonctionne extrêmement bien et bien mieux que dans beaucoup de films qui se font aujourd'hui, de films d'horreur. Je vais quand même essayer de baisser un peu ma caméra. J'essaie de rattraper ce que vous dites. À vous parler de The Servant. Smile, je m'attendais à rien au final et c'était assez efficace. Oui, absolument, Netsa, je suis tout à fait d'accord avec toi. Oui, moi, Smile, il a vraiment réussi à me faire flipper. C'était vraiment une bonne surprise pour ma part. Et encore une fois, je n'ai ressenti aucun effet de surprise de tout le film. Tout était cousu de fil blanc, tout était couru d'avance, et malgré tout, c'est fait avec une simplicité et une efficacité qui prouvent qu'en fait, même les formules ultra rabâchées, même les gros clichés, les marronniers du film d'horreur, tout ce que vous voulez, quand vous les connaissez vraiment, quand vous savez vraiment les maîtriser et que vous n'avez pas peur de les employer, en fait ça marche encore, c'est juste qu'ils sont très rarement bien employés. Une autre scène aussi qui était notable dans le film, je trouve, je vous parle de celle dont je me souviens, hein, il y en a beaucoup plus que ça bien sûr qui était notable, mais bon, il y a une scène notamment où du coup le prêtre, le gentil prêtre dont on a parlé, et je sais plus qui, et un autre prêtre gentil qui devient adjuvant au cours du film, essaye de protéger du coup l'héroïne et de l'emmener loin de la secte, essaie de l'emmener à l'hôpital tout simplement pour la faire avorter en fait de Damien, de l'antéchrist. Et la voiture a évidemment un accident parce que la malédiction, et les prêtres ils sont out, le conducteur il est mort et le gentil prêtre il est out et on le revoit à la fin du film. Du coup l'héroïne elle sort de la voiture et il y a ce plan extrêmement long, un plan d'ailleurs sur lequel la caméra ne coupe pas. Il y a presque pas de mouvement de caméra, ou il y en a pas du tout d'ailleurs, je me rappelle plus. C'est juste un plan sur elle, un plan relativement large, où en fait elle est devant la voiture, et là elle commence à laisser libre cours un peu à sa possession, et du coup elle commence à danser de manière extrêmement bizarre, très désarticulée, à faire des bruits hyper chelous en mode full possédé comme on le voit dans beaucoup de films. Et en fait, là encore une fois, où beaucoup de films nous auraient fait des gros plans sur ses yeux, sur son visage déformé, sur sa bouche auraient essayé de souligner la saccade de ses mouvements avec du montage surdécoupé, le plan ne coupe pas du tout. Et le plan en lui-même est extrêmement simple et laisse juste son actrice exister dans son délire à la caméra comme ça et n'intervient pas. Et ça a quelque chose de très saisissant parce que encore une fois, il se passe rien de spécial. On est un peu sur ça fait penser un peu à la crise de Isabelle Adjani dans Possession de Zulawski. Les personnes possédées à l'écran comme ça, on en a vu plein, mais cette manière, cette pudeur qu'il y a dans la mise en scène et dans l'image de juste se dire en fait, on va juste la montrer, on va laisser durer le plan. Alors que plus jamais Hollywood, surtout dans les films d'horreur, n'ose faire durer les choses maintenant. Là vraiment, on fait durer et on laisse s'exprimer en fait toute l'horreur de cette situation qui est encore une fois là zéro effet spéciaux ou quoi, c'est juste l'actrice qui bouge de manière extrêmement saccadée et qui fait des bruits flippants. C'est que ça. Et en fait, ça marche 1000 fois mieux que plein d'autres scènes de possession que le cinéma nous a proposées jusque-là. La possession, c'est toujours hyper casse-gueule à représenter, hein. Mais là, c'est canon, quoi. Je trouve la manière dont c'est fait. C'est pas exceptionnel comme séquence, mais ça aurait pu être tellement nul. Il y avait tellement de moyens que ça devienne ridicule et pourrave.
Et ça n'a pas été le cas, et c'est vachement bien. Et ajoutons à ça aussi, parce que l'un des points positifs qu'on avait soulevé pour Immaculée, c'était le fait que le film assume être gore, ose être gore. Euh, c'est vrai que même si moi je suis pas absolument pour le gore à toutes les sauces, dans tous les sens ou quoi, je suis pas spécialement axée sur le cinéma gore, mais dans les films d'horreur, le gore ça sert souvent à beaucoup de choses en fait, pas toujours, mais la représentation de la vulnérabilité de la chair et la peur que ça peut que ça peut susciter de représenter voilà la manière dont les corps en fait sont faits vraiment de chair et d'os qui peuvent souffrir, c'est une manière de représenter effectivement la souffrance, les limites de la condition humaine, une manière de dégoûter, mais c'est aussi parfois très beau. Moi j'adore la manière dont parfois le sang, enfin le gore, le sang, la chair, etc. sont représentés de manière très esthétique dans les films d'horreur. C'est pas tout le temps, mais ça arrive. Bref, le gore ça peut être vachement bien. Et on en voit très peu dans les films d'horreur aujourd'hui. Encore une fois, dans les Conjuring, pour voir du sang, putain, faut y aller. Hein. À la fin de la Nonne 2, il y a cette histoire de sang du Christ qui est en fait du vin qui est renversé partout et tout, mais c'est du sang qui est complètement dépossédé de toute. Déjà, c'est donc du vin qui est transformé en sang, et donc il est par essence dépossédé de tout rapport à la vie ou à la mort ou à un corps, tout simplement, de toute incarnation. Donc c'est pas très intéressant, c'est pas du gore en soi du tout. Là, on a des scènes qui sont super gore, encore une fois super gore pour un film de cette envergure là qui est quand même plutôt bien distribué et qui est plutôt sur quand on est plutôt sur une production encore une fois qui est pas indépendante, qui est plus ou moins un film de studio. Je trouve que c'est il y, y a la scène où du coup il y a le mec qui a la pécho en soirée là qui se fait écraser par une voiture, enfin en tout cas il se fait plaquer contre un mur par une voiture, donc un peu comme la nana de Mel Gibson dans Signe, où donc il est plaqué contre le mur, il y a la voiture qui arrive au niveau de sa taille. On se doute que ça va finir, que le mec va être coupé en deux à un moment donné. On s'en doute parce qu'on a vu la scène d'intro avec le prêtre et tout, on croit qu'il va bien et puis en fait il a le crâne qui est complètement fendu, voilà. On sait que là, même s'il a l'air, bon, il a pas l'air en forme, c'est sûr, mais on sait qu'à un moment donné, le corps il va terminer en deux, qu'elle elle se rend pas compte à quel point c'est grave et tout, parce qu'elle dit ça va aller, ça va aller. On va dire meuf, non, ça va pas aller, vraiment, le mec va finir en deux morceaux, c'est sûr. Et il y a cette scène super cruelle où elle le prend dans ses bras, elle prend son torse dans ses bras, puis t'inquiète, ça va aller, je vais te sortir de là. Elle se tourne, dit ah, ça y est, je t'ai sorti. Nous, on sait ce qui s'est passé parce qu'il y a eu un bruit dégueu à ce moment-là, mais elle est en mode soulagée, genre ça y est, je t'ai décoincé. Et là, les gens autour d'elle, ils hurlent. Et évidemment, la caméra s'élargit et en fait, elle comprend ce qui s'est passé. D'ailleurs, à ce moment-là, une réaction un peu bizarre à base de oh merde. Et évidemment, en fait, elle ne tient plus que le buste du gars avec les intestins qui pendent et tout, et elle le pose par terre et voilà. Et, euh, et à ce moment-là, c'est pareil, je me suis dit, waouh, mais en fait, Immaculé, mais petit joueur quoi. Enfin, ce film-là, quand il veut faire du gore, il le fait vraiment. Et c'est canon, pareil à la fin, la scène où du coup elle va accoucher de Damien et qu'ils lui font une césarienne là, enfin une césarienne, vraiment il lui coupe quasiment l'entièreté du ventre et le chirurgien il met ses mains dedans et tout. Alors là pour le coup le plan dure pas longtemps, mais là moi j'étais pas super bien, hein. C'était vraiment dégueu aussi. Enfin c'est vraiment le film ose beaucoup de choses et ça fait du bien. Et j'arriverai jamais à bien mettre cette caméra. Écoutez, tant pis. Euh, Ça y est, je te l'ai déconseillé. C'est de l'os c'est de l'ostéopathie d'horreur. Ouais, et bah écoute, enfin voilà, je trouve en tout cas que le film propose beaucoup de choses. Je vais changer un peu d'image pour vous montrer d'autres. Ah oui, ça c'est la méchante nonne du film. Ah oui, ça me fait penser d'ailleurs cette image que là aussi, parce que je parlais beaucoup dans Immaculée de la qualité de l'utilisation des décors, parce qu'on avait quelques très beaux décors dans Immaculée. On était sur un couvent extrêmement faste avec beaucoup enfin sur un décor extrêmement baroque, énormément de moulures, de dorures. On était vraiment sur le luxe, enfin le luxe catholique on va dire façon Vatican. Et là on est sur un autre type de couvent qui est moins dans cette idée là, qui est un peu plus comment dire, un peu plus modeste, mais malgré tout, là, il y a une vraie utilisation de la grandeur des pièces, la manière aussi au départ quand elle découvre le couvent, parce que c'est pareil, on passe vraiment par la séquence obligatoire de la jeune nonne, enfin la jeune aspirante nonne qui, avant de prendre le voile, découvre son nouveau couvent avec donc une plus vieille religieuse qui lui fait découvrir et elle croise des trucs bizarres à droite et à gauche et à la fois c'est joli et à la fois on a l'impression que ça va lui plaire et en même temps clairement on voit qu'il y a des trucs bizarres qui se passent. Bon, cette scène c'est pareil, on commence à la connaître par cœur, ça fait 15 films qu'on la voit, mais là c'est pareil, en termes de mise en scène, la manière dont
La caméra utilise le dédale de couloir et les espèces de torches qui éclairent les murs et tout. On est sur quelque chose d'extrêmement joli et élégant, à tel point que cette scène, j'avais presque l'impression de ne l'avoir encore jamais vue. J'avais conscience qu'elle était extrêmement téléphonée et qu'elle était déjà extrêmement utilisée dans beaucoup beaucoup de films de nonnes, surtout récemment. Mais là, elle a réussi en fait à me donner un sentiment de renouveau parce que je la trouvais bien mise en scène, tout simplement. Je la trouvais bien faite. Je trouvais ça extrêmement honnête. Et il y avait quelque chose de, ouais, d'authentique. Enfin, c'est un peu con. On a l'impression que je parle d'un saucisson, mais quelque chose ouais, de vrai dans ce que me proposait le film. Et ça faisait du bien. Ça me fait penser aussi à la scène. Je cite encore un plan que je trouvais très réussi. Voilà, encore une fois, c'est pas un plan qui est présent dans le matériel presse, donc j'avais pas d'image à montrer à ce niveau-là. Mais le plan où son ami nonne qui l'emmène en soirée, puis qu'en fait une méchante comme tous les autres, elle, elle va prendre le voile. On a l'impression que c'est une cérémonie de mariage, un peu, bah justement, c'est un peu la photo, là, enfin la scène dont cette photo de Billy Nighy est tirée, où en fait elle est dans une pièce, elle est dans sa chambre, elle est en train de pleurer sur son lit, je crois, et dans la pièce d'à côté, il y a sa robe qui attend sur un mannequin. Et donc le plan filme le couloir à partir duquel on voit ces deux entrées de porte, et donc l'écran est séparé avec d'un côté la robe qui attend dans une pièce et de l'autre côté, sur la droite du cadre, donc cette femme qui pleure sur son lit. Et le plan, la manière dont il est découpé, on dirait presque, bon c'est un peu tarte à la crème de dire ça sur un semblant de split screen, pardon, ou de cadre dans le cadre, mais ça fait presque du De Palma. Et en fait c'est très beau et c'est très saisissant. Qu'en plus dans un film d'horreur d'avoir du coup cette robe sur un mannequin qui a l'air d'une silhouette, qui a l'air d'un fantôme, on a l'impression qu'on essaie de nous faire peur. En même temps, non, on n'essaie pas de nous faire peur, mais du coup, ça met quand même du malaise, ça nous fait quand même un peu peur. En tout cas, l'image est très saisissante. Et la femme qui pleure à côté, c'est très beau, quoi. C'est vraiment très beau. Et à ce moment-là, vraiment, on se dit, putain, ce film, il prend vraiment le temps et l'envie de faire de la vraie mise en scène. Et même dans les moments, du coup, qui sont pas des moments de flip. Parce que là, même s'il y a quelque chose d'inquiétant dans cette image de la robe sur son mannequin, le plan, il sert à la narration, à l'écriture de personnages, à l'atmosphère, mais c'est pas un plan qui sert directement à faire peur aux spectateurs. Et souvent, il y a beaucoup de films d'horreur dans lesquels il y a de chouettes idées de... Alors, pas toujours de mise en scène, parce que parfois la mise en scène est foirée, mais au moins une bonne idée dans l'envie de faire peur dans la scène. Mais par contre, tout ce qui est autour, tout ce qui est l'écriture de personnages autour, tout ce qui consiste à faire vivre un peu l'univers et les personnages en dehors des moments de flip, c'est vraiment de la merde. Là, c'est pas le cas. Là, on est sur de la qualité, du début à la fin, même dans les scènes entre les séquences flippantes. Ça faisait un bien fou. Et comme on a Billy Nighy sous les yeux, ça me permet aussi de dire que de ce film-là aussi, ils ont suivi la tradition de la saga La Malédiction, parce qu'on est sur du bon casting également. Voilà, quand je disais qu'on était dans La Malédiction, qu'on jouait sur des vieux acteurs qui étaient un peu des gloires passées, mais qui étaient un peu qui avaient moins le vent en poupe. Bah voilà, il y a Billy Nighy qui a un rôle flippant et qui est très cool, qui est vachement bien, et qui vient ramener un peu de cachet dans tout ça. Voilà. Voilà, mon avis global sur ce film. Je sais pas si vous êtes globalement d'accord ou pas, mais je trouvais que c'était quand même globalement très stylé ce qu'on nous a proposé. Donc, en plus, réalisatrice, ça fait plaisir. Euh, à cette date, le film, il fait pas un énorme carton. Je sais pas si... Alors, évidemment, son exploitation salle est pas finie. Donc, c'est pas terminé. Et je pense que c'est le genre de film qui aura sûrement une belle vie en streaming et en VOD. Pardon. Donc, je suis pas du tout en train de dire que le film va pas être rentable. Peut-être qu'il va très bien retomber sur ses pattes. Je lui souhaite parce que du coup, ce serait bien qu'on laisse la réalisation à ce genre de grosse production, entre guillemets. C'est 30 millions de budget, donc c'est pas non plus énorme. Pour l'instant, on est sur un peu plus de 37 millions de box-office, ce qui est absolument pas rentable. Mais encore une fois, son exploitation n'est pas terminée et il aura sûrement une belle vie en streaming, donc peut-être que le film finira par être rentable. Et donc, si la fameuse Arkasha Stevenson, on pouvait lui redonner d'autres réalisations de ce type-là, ce serait vachement bien, parce que vraiment, la meuf, moi je la connaissais pas du tout. C'est pas du tout une nana que j'ai vu passer par les festivals d'horreur, par des films indépendants et tout. C'est pas une Nathalie Erika James, c'est pas oh, la meuf qui a réalisé The Power, c'est quoi son nom déjà? Euh, c'est pas une Corinna Faith ou quoi, mais je la trouve super solide. Franchement, là, ce qu'elle a prouvé dans ce film-là, en plus au sein d'une production quand même où elle devait pas, peut-être pas avoir les mains complètement libres, bah c'est vraiment canon. Donc, bref. Voilà, je trouve qu'on est sur quelque chose de très positif pour ce film malgré tout, même sans dire que c'est un chef-d'œuvre
pas du tout, on est d'accord, parce qu'encore une fois, on sait très bien où va le scénario, on est quand même dans la redite de beaucoup de, voilà, de tout ce que le film, les précédents films ont établi, la fin elle est bancale, tout est, enfin, je veux dire, on est vraiment pas encore une fois sur une proposition extrêmement originale ou quoi, donc enfin, ça reste un peu mou du genou. On n'est pas sur un film complètement indépendant de toute, enfin, qui est sur la création purement artistique et complètement indépendant de tout ce qui s'est fait avant. On est quand même sur la ressucée d'une ancienne saga qui, en plus, alors que l'ancienne saga, elle donnait pas trop dans la bondieuserie et pas trop dans le cadre beaucoup trop rabâché des nonnes et du couvent et tout machin. Là, on est à fond dedans parce que c'est la mode dans ce moment, parce que c'est la mode de l'époque. Ça fait un peu chier de voir du coup cette saga qui est re-rentrée au chausse-pied dans ce genre de sujet. En plus, là, moi, j'étais un petit peu déçue, c'est que dans le premier film La Malédiction, alors dites-moi si vous avez compris autre chose, mais je pensais que la mère de Damien, on nous sous-entendait que c'était une chienne. Je dis pas ça pas du tout en termes de jugement de valeur, évidemment, je me permettrai pas. Vraiment une chienne, genre l'animal, vraiment la femelle du chien. Euh, pour moi, c'était ce que le film disait. J'ai peut-être mal compris, mais parce qu'on a donc la scène au départ avec Grégory Peck, avec le prêtre qui lui dit mais vous ne savez pas, j'ai vu la mère de Damien, c'était une, et il réussit pas à le dire. Mais on se doute à ce moment-là que il veut dire que la mère était pas humaine. Et plus tard dans le film, Robert Thorne, donc Grégory Peck et le photographe, là, David Warner, vont trouver la tombe de la mère du coup de Damien, la vraie mère, donc pas le couple adoptif, et ils ouvrent la tombe et à l'intérieur il y a donc un squelette de grand chien. Et pour moi, à ce moment-là, ça voulait vraiment dire que la mère de Damien était une chienne, et non pas que... parce que du coup, là, ce que donne l'idée, ce que comment dire, le film que La Malédiction, l'origine sous-entend, c'est qu'en fait, du coup, bah justement, la mère, elle a survécu, puisque c'est le personnage principal de ce film, et que donc, oui, elle a peut-être d'autres histoires à raconter, et que ce qu'on a mis dans la tombe, c'est l'espèce de chien-loup dans lequel s'incarnait le diable pour l'inséminer lors du viol. Parce que du coup, à la fin, effectivement, quand la salle où a eu lieu le rituel brûle, est cramée par la secte, on voit cette créature horrible qui ressemble à effectivement un grand chien et donc à travers laquelle a priori s'incarnait le diable, qui est en train de brûler aussi et qui a priori meurt, même si là c'est pas très clair du coup la manière dont le diable était dans le chien et que voilà, et du coup le chien meurt mais pas le diable, voilà. Et du coup qu'est-ce que c'était cette créature, parce qu'elle semblait vraiment pas réaliste, alors que le squelette dans le premier film, le squelette de chien, c'était un squelette réaliste. Mais du coup là ce que le film essaie de nous dire, c'est que du coup en fait c'est le chien qui a été enterré dans cette tombe et que la mère s'en est tirée. Ce qui du coup pour moi gâche un peu ce que du coup le côté horrible que voulait nous dire le premier film, du fait que ce gosse était né d'une chienne. Que moi j'aimais bien la dimension dégueu que ça avait, et du coup là on essaie de nous faire partir sur autre chose. Je suis pas très fan de ça. Euh, c'est une manière de quand même pas trop mal retomber sur ses pattes. Bon voilà, ses pattes de chien, lol. Donc je suis pas du tout en train de dire que c'est un chef-d'œuvre, absolument pas, mais c'est un vrai bon film d'horreur. C'est incomparablement meilleur que La Nonne 2, et je trouve que c'est nettement meilleur que Immaculé. Donc vraiment, je vous le conseille. Je ne comprends pas les gens qui ont volontiers tapé dessus à droite et à gauche comme ça, parce que après chacun son avis, hein, évidemment. Mais les commentaires sur le film très négatifs que j'ai reçus au tweet où je disais que j'allais le voir, je en fait je comprends pas, parce qu'encore une fois, même si c'est pas le genre d'univers auquel vous accrochez, que vous n'êtes pas fan de l'écriture c'est vraiment le point faible, on est d'accord. C'est extrêmement bateau et tout, mais dans le premier film aussi, dans le film de Richard Donner, dans La Malédiction de 76, c'est aussi l'écriture le point faible, hein. Vraiment, c'est la mise en scène et le casting qui sauvent tout. Et là c'est pareil, qui sauve tout et qui en plus en fait un bon film. Et bah là c'est pareil, le film est vraiment pas mal du tout, c'est vraiment un bon film d'horreur. C'est Alors je suis toujours pour dire qu'il n'y a pas à dire bon ou mauvais film d'horreur, il y a à dire bon ou mauvais film tout court, même quand il se trouve que c'est de l'horreur ou pas. Parce que quand on dit bon film d'horreur, parfois il y a un peu le côté méprisant tout simplement pour l'horreur. Il y a des films qui sont des bons films d'horreur, mais qui sont des bons films tout court. Et c'est pas l'horreur, c'est pas un genre, enfin je sais qu'il est beaucoup considéré comme ça, mais pour moi c'est pas un sous-genre déconsidéré dans lequel il y a des films qui sont bons, mais on sait que c'est pas des vrais bons films non plus. Là je trouve qu'il y a un peu de ça malgré tout. Euh, je sais pas Robo Sensei au niveau de la signification, j'avoue, de la chaîne dans la religion. Euh, Excusez-moi, je rattrape un peu ce que vous disiez dans le chat. Netsa, tu viens de réaliser que tu n'avais pas vu Immaculée justement parce qu'il y a eu tellement de films récents sur une jeune nonne. Ouais. Et que tu confondais avec Les Ordres du Mal. C'est vrai qu'il y a eu Les Ordres du Mal aussi. Et il y a eu La Proie du Diable. Voilà, j'ai cité Les Ordres du Mal tout à l'heure et je voulais citer la Proie du... pour le coup, Les Ordres du Mal, c'était anticlérical. Excusez-moi, je me suis un peu trompée. C'est La Proie du Diable. Oui, ils sont tous les mêmes titres à la con en même temps. La Proie du Diable qui est sorti il y a genre 2 ans, qui était vraiment nul, et lui qui était vraiment
archi puritain, traditionnaliste, insupportable. Oui, il faudrait que tu revoies The Omen, bien sûr. Tu l'avais vu gamin en cachette dans les années 90, bah ouais, non, franchement, il mérite vraiment d'être vu, hein. C'est vraiment un très chouette film. Euh, Pierre, t'as globalement pas aimé. Après, quand je vois ce que je m'inflige des fois en salle niveau horreur, ça aurait pu être bien bien pire. J'ai découvert le premier juste avant cette séance. Je crois qu'au final, c'est juste pas trop mon trip cette saga. C'est possible. C'est possible. Comme je le disais, moi, les thématiques de malédiction qui ne jouent pas sur le double sens de malédiction divine et malédiction qu'on s'auto-inflige à force de vouloir la fuir, je trouve ça, de facto, beaucoup moins intéressant. Mais je trouve que cette saga s'en tire quand même vachement bien. Oui, la proie du diable, quelle blague, effectivement. Le commentaire que j'ai fait au fait que t'ailles le voir. Ah, merci de te sacrifier pour nous, c'était surtout pour le jeu de mots nul avec le fait que tu sois autour d'une malédiction dans un couvent. Que ce soit autour d'une malédiction dans un couvent. Oui, non, mais t'inquiète, ça, je pensais même pas spécialement à ce documentaire-là, à ce commentaire-là, pardon. C'est un commentaire de quelqu'un qui était à la même séance que moi. Et après, je veux dire, cette personne pense absolument ce qu'elle veut, je suis pas du tout en train de l'incriminer, mais cette personne a dit je passais un bon moment jusqu'à ce que le film commence. Et ça, j'ai vraiment pas compris parce que j'ai passé un super moment pendant le film, quoi. Je trouve ça hyper cruel pour le film de dire ça. Après, cette personne a 100% le droit de penser ça, mais moi j'étais. Du coup, j'ai pas liké son commentaire, j'ai pas répondu parce que déjà je voulais pas spoiler mon avis, parce que j'étais en mode. Non, désolé, vraiment, je peux pas liker ça, mais j'ai passé un très bon moment. Donc, c'est toi, Pierre. C'est toi. Et bah écoute, je te juge. Voilà, non, je plaisante. Comme je le disais, t'as 100% le droit de pas aimer le film, mais vraiment, moi non, au contraire, j'ai vraiment commencé à prendre mon pied de ouf quand le film a commencé. Surtout avec cette scène d'intro avec les deux prêtres là. Franchement, quand cette scène est passée, je me suis dit, allez, let's go. Parfait. Déjà, on évacue la grosse référence impossible à contourner dès le début, comme ça on est libéré. Et on l'a refait vraiment avec du sang neuf, avec vraiment une nouvelle idée de mise en scène. On n'est pas dans la répétition pure, on est dans la référence 100% assumée, mais on est dans quelque chose de nouveau. Et en plus, c'est hyper réussi visuellement, c'est choquant, et d'une autre manière. Et c'est vraiment, là je me suis dit, allez, si tout le film il est comme ça, franchement, à 100%. Et voilà, et j'ai kiffé parce que effectivement c'était plus ou moins le cas. Mais voilà, je comprends qu'on n'adhère pas. Voilà. Alors, ça c'était mon avis pour le film. J'aimerais qu'on termine un peu avec une partie sur laquelle on parle. Ah bah non, en fait, j'ai déjà parlé de ça. Parce que je voulais faire une troisième partie justement sur l'hypothèse d'un remake. C'est con, j'ai pas de mouchoir là. C'est dommage, j'ai très envie de me moucher. Excusez-moi, je check mes poches. Putain, dire qu'après, tous ces moments stupides se retrouvent en replay sur YouTube. Bref. Ouais, je voulais parler, en fait, je voulais faire une troisième partie du coup sur la possibilité d'un nouveau remake ou d'une nouvelle trilogie, parce que du coup, c'est ce qu'ils avaient envisagé pour l'Exorciste. Alors du coup, ils vont peut-être pas la faire parce que le film s'est quand même planté, le dernier film L'Exorciste là. Et tant mieux, là encore un exemple pardon de encore très belle image où là, même si on n'est pas sur une grosse originalité, on est vraiment sur une composition du cadre qui est vraiment réfléchie et on est quand même sur un plan. Alors que le feu ait été fait réellement sur le plateau ou que ce soit des CGI, bon, il y a plus de chances pour que ce soit des CGI, mais je suis pas sûre. On est quand même sur un plan qui a pris du temps à faire, qui développe une certaine esthétique et sur une vraie composition de cadre. Et encore une fois, bah, c'est tout ce qu'on demande, quoi. Enfin, franchement, si toutes les séries B d'horreur, elles avaient ces ambitions-là et ce niveau-là, on serait vachement bien, les gars, hein, je trouve. Excusez-moi, j'ai un peu coupé mon micro le temps de renifler. Que je change un peu l'image. Bref. Oui, donc sur la possibilité de faire une suite et tout. Donc comme l'Exorciste l'a fait, enfin comme vous voulez le faire, mais comme le premier film s'est planté, ça n'arrivera peut-être pas. Le problème, c'est que j'ai peur qu'ils essaient de faire la même chose ici, et ce serait dommage. Après, comme ce film est quand même vachement mieux réussi, on peut espérer que la suite, s'il y en a une, sera pas nulle, et en même temps, bah, même avec le film de Richard Donner en 76, qui était vachement bien, bah, les suites, elles ont quand même été moins bien, et on a quand même terminé vers quelque chose d'assez nul sur la fin. Donc bon, le mieux, ce serait qu'il ferait pas de suite, mais en même temps, c'est tellement préparé pour qu'il y ait une suite après. Encore une fois, je trouve ça trop dommage, parce que, comme dans les anciens films, on saura tout de suite qu'il y aura pas d'impact sur la trame principale de La Malédiction et de l'histoire de Damien.
Donc je trouvais ça dommage de faire une histoire parallèle, ou alors il faut un pré-préquel, mais là ça deviendrait vraiment catastrophique. Je sais pas ce qu'ils vont faire, ça m'effraie assez. Parce qu'il y a vraiment une sorte de frénésie autour de la possibilité des trilogies d'horreur en ce moment, pour repartir ensuite, justement pour remettre au goût du jour des vieilles franchises. Parce que c'est vrai que ces derniers temps, enfin ces dernières années, on était plus sur les slashers, on était plus sur les boogeyman. Il y a évidemment eu les nouveaux Scream. Il y a eu il y a une dizaine d'années les nouveaux Jason, Vendredi 13 machin. On va bientôt avoir encore des Vendredi 13 ou des nouveaux Freddy, je sais plus, je sais jamais. Pardon. Mais en tout cas, évidemment les Halloween et tout. Donc on était beaucoup sur l'exploitation du filon slasher et ancien boogeyman iconique. Et donc maintenant, on est clairement sur une vague de non-exploitation. Et du coup, j'ai un peu peur de ça, parce que le film il se suffit en lui-même. À part pour cette fin bancale, le film se suffit en lui-même, et je trouverais ça dommage de trop tirer sur la corde. Mais, euh, mais c'est ce qui risque d'arriver quand même. Voilà. Est-ce que vous avez moi, j'ai globalement dit ce que j'avais envie de dire. Est-ce que vous avez envie de... Déjà, je vais rattraper un peu vos messages. Est-ce que il y a des sujets que vous voudriez aborder, des questions que vous voudriez poser en admettant que j'ai la réponse, des remarques que vous auriez envie de faire? Ah oui, Chucky, la série aussi, oui, absolument. Bah oui, oui, la fin, ouais, c'est vraiment dommage, cette espèce de scène en plus. Enfin, c'est pas une scène post-générique, mais cette petite fin en plus, là. Alors, c'est vrai que du coup, ça offre un peu une conclusion au personnage du prêtre, parce qu'on savait pas ce qui était devenu après l'accident de voiture, et c'était dommage, parce que c'était un personnage important, et en plus, voilà, incarné par un super acteur. Mais ouais, et en même temps, ça offrait aussi une conclusion plutôt positive au personnage féminin. Mais ouais, peur de ce que ça va donner. Ah, est-ce qu'il est possible de remettre le chat pour tout le monde? Ah oui, pardon, effectivement. Pardon, pardon. Hop, voilà. Désolé. Mais oui, en plus, je pensais que j'avais mis spécialement pour les followers. En fait, j'avais mis pour les abonnés. Excusez-moi. Quel abus. Désolé. 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 Allez, exprimez-vous, tous les gens qui n'ont pas pu vous s'exprimer jusque-là. Désolé, derrière les grilles de la maison. En plus, moi, je me disais, ça parle pas beaucoup dans le chat. Désolé, dites. Je pensais vraiment que j'avais mis réservé aux followers, et en fait, non, c'était aux abonnés. Je suis désolée, c'était stupide. Vraiment euh, hyper classiste de ma part. Ah oui, le prêtre, c'est celui du premier film, du coup, oui, effectivement. Enfin, effectivement, je suppose. Non, la mère et la sœur n'apparaissent jamais dans la saga originale, absolument pas. Enfin, je crois pas, hein. Je crois vraiment pas. Du coup, je me demande, est-ce que du coup, la fille, ils espèrent que ce sera celle que Damien, avec laquelle Damien a une très rapide histoire d'amour dans le troisième? Enfin, histoire d'amour, entre guillemets. Mais ce serait tellement pas ouf. Je sais pas. Ça fait 1 heure que t'étais muet, Mister H. Putain, je suis désolée, je me sens trop con. Je suis désolée. Oh, pardon, j'ai vraiment pas fait exprès. En plus, j'ai vraiment paniqué quand j'ai vu l'attaque de bot. Je me suis dit, putain, faut que je coupe ça tout de suite. Et après, j'y ai pas repensé et je pensais vraiment que j'avais mis followers. Je suis désolée. Madouk qui dit jeu de mots foireux sur une phrase il y a 35 minutes. Je suis désolée. Quelle horreur. Putain, la meuf nulle. Vraiment. Pardon, pardon. Je ne referai pas la même bêtise ce soir. Du coup, je voulais dire. Alors, dites, dit. Du coup, je voulais dire juste un truc à propos du chien, du diable. À propos de chiens, de diable, de christianisme et de nonnes. Ça m'a fait penser au jeu Indica, mais j'ai très envie de le faire, qui va sortir bientôt effectivement, où il y a un énorme chien qui nous poursuit à un moment. Est-ce que tu l'as fait, Dites, du coup, est-ce que tu as pu le faire en avant-première ou est-ce que tu l'attends? Parce que moi je l'attends avec impatience. Il a l'air très particulier. Et la nonne cohabite avec le diable, d'accord, ok. Ah, t'as fait la démo, ok, et ça t'a plu? T'as trouvé ça cool? Ce que t'en as vu? Ça, j'aimerais beaucoup le streamer, ouais. Ty ouais, la fille semble pas maléfique contrairement à son frère. Bah oui, mais c'est parce qu'en fait, euh, dans la conception sexiste de la religion, du diable et tout, en fait, l'antéchrist était censé s'incarner dans un petit garçon. C'est pour ça qu'ils sont tous soulagés quand ils disent oh, ouf, elle a eu un garçon. Et la fille, ouais, du coup, elle est a priori pas du tout atteinte par la malédiction. Donc, elle devrait pouvoir grandir de manière normale. Admettons. Ça reste l'enfant du diable quand même, hein, je te dis, mais bon.
Pistolet Laser, tu nous dis, j'ai le même avis que toi, je trouve ça hyper réussi et l'épilogue vient malheureusement tout alourdir. J'ajouterais que le contexte de manifestation qui prend place dans le film est d'autant plus le bienvenu, pardon. Le film s'assume vraiment comme politique. Oui, pas énormément quand même, je trouve. Je trouve que les malédictions, les manifestations, elles étaient malgré tout un peu accessoires. J'aurais bien aimé que ce truc soit un peu plus poussé. On peut saluer le fait que ce soit malgré tout présent, mais tu vois là, j'ai fait 1 heure et demie sur le film sans reparler de ça parce que. Enfin, je vais pas parler que de ce film-là, mais voilà. Parce que, en fait, finalement, j'avais quasiment oublié cette dimension. C'est bien que ce soit là, mais c'est pas assez exploité, je pense. Alors, dites, tu nous dis, c'était déjà effectivement très particulier. J'ai bien aimé, sauf un certain passage où je suis pas sûre du message derrière, ok. Et sinon, du peu de ce que j'ai entendu, tu m'as grave donné envie de voir La Malédiction, mais du coup, c'est une suite. C'est un préquel. C'est un préquel au film de 76, réalisé par Richard Donner, qui est vachement bien. Si tu l'as pas vu, vois-le, il est vraiment très très cool. Et du coup, c'est un préquel qui tient vachement bien la route. Autant la saga originale, tu peux te contenter du premier, éventuellement le deuxième est pas mal. Le troisième, ça devient plus compliqué, et puis la suite, voilà, on laisse tomber. Enfin, moi, j'ai pas vu le quatrième, mais bon, c'est un téléfilm qui a été un peu fait pour racler les fonds de tiroir. Mais ouais, du coup, préquel qui a un peu les erreurs d'un préquel, qui veut réemployer beaucoup de choses, en même temps des choses qui sont pas encore arrivées, et, euh, et en même temps, voilà, qui du coup essaie de faire un joint entre les deux pour se laisser la porte ouverte à une suite, et en même temps essayer que ce soit pas incohérent avec le film de base. La fin, c'est un peu compliqué, mais le film tient quand même vachement bien la route. Les manifestations où je me suis demandé pourquoi ils les avaient jetées en cours de film. Ouais, je suis d'accord. Mais au moins le film évite le discours douteux de certains films récents. Ouais, discours très douteux. Encore une fois, on fait un petit clin d'œil à la saga Conjuring. Mais sinon, pour reparler du succès du film, je pense qu'il y a un lien avec le fait que Immaculée est sorti 2 semaines avant La Malédiction et que beaucoup de personnes se disent que c'est la même chose. C'est vrai que doit y avoir un impact parce que c'est bien de profiter d'une mode, d'une sorte d'engouement général, et en même temps, au bout d'un moment, quand on sort des films de nonnes toutes les semaines, ça devient un peu compliqué. Et d'autant plus qu'Immaculée a non, pas fait un score incroyable non plus, n'a pas eu que des bonnes critiques, et du coup, effectivement, ça risque d'avoir impacté, d'impacter en tout cas celui-ci, c'est vrai. C'est dommage, faudra voir un peu sur le long terme, parce que celui-ci, je pense j'allais dire qu'il se débrouille mieux qu'Immaculée, en fait, je suis pas sûre. Je suis pas sûre, il faut laisser passer un peu de temps pour faire une analyse du box-office. On en reparlera peut-être dans un stream pour essayer de voir comment ça se passe. J'espère qu'il sera pas trop affecté quand même et qu'il fonctionnera un peu parce que je trouve qu'il le mérite beaucoup plus. Mais sinon, pour reparler du succès du film, non, ça c'est ce que je viens de lire, en fait, le film aurait très bien marché sans faire partie de la saga La Malédiction. Mais oui, absolument, absolument. Ty Sider, mais voilà, ça c'est ce que je disais, c'est vraiment l'envie de toujours en ce moment sur les productions hollywoodiennes, toujours jouer la carte safe, de se rattacher à quelque chose de nostalgique, à quelque chose de préexistant, à un premier succès ayant déjà existé, comme si ça empêchait de faire des flops, ce qui est absolument pas le cas. Ça brille juste l'imagination et les propositions, mais ouais, écoute, on a beaucoup de mal, je trouve qu'Hollywood a beaucoup de mal à se sortir de cette logique pour l'instant, et je pense que c'est malheureusement pas fini. Ouais, exactement, dit en ce moment, on est vraiment noyé sous les préquels, les remakes et compagnie. Et même en jeu vidéo, t'as raison, absolument. Pourtant, je suis vraiment cliente, bah voilà, encore ce soir, je vais faire les remasters de Tomb Raider et tout. J'adore qu'on me parle nostalgie, j'adore revoir les trucs de mon enfance et tout, mais au bout d'un moment, ça devient un cercle vicieux, on sort plus de ça et c'est trop dommage, quoi. Voilà. Écoutez, ça fait 1 heure et demie, peut-être que, à moins que là, il y ait de nouvelles remarques qui émergent ou de nouvelles questions ou quoi. En tout cas, ce film m'a convaincu de vouloir voir Nell Tiger Free. C'est vrai qu'elle est vachement bien. Apparaît dans plus de projets, il faut que je jette un oeil à Servant. Ouais, bah écoute, my thought exactly, il faut absolument que je fasse pareil. Pourtant, encore une fois, elle a un rôle un peu casse-gueule parce que un peu lisse, un peu classique. En plus, elle a une tête un peu passe-partout, qui est vraiment le genre de profil d'actrice qu'on emploie dans ce genre de rôle. Donc, il n'y a pas grand-chose pour lui permettre de tirer un peu son épingle du jeu. Et pourtant, elle a des scènes très casse-gueule dont elle se sort bien. Donc, franchement, bien joué. Ouais, toi aussi, dites tes clientes niveau nostalgie, je suis. Ouais, j'ai le même problème. Enfin, c'est pas forcément un problème d'ailleurs, mais c'est-à-dire que l'industrie en profite trop. On prend pas de risque, on prend la renommée d'un film ou d'un jeu et on appuie déjà sur une base fan, ouais. Je suis d'accord, Robo Sensei, je comprends cette logique et en même temps, plus ça va et moins ça fonctionne. La preuve avec l'Exorciste, la preuve avec ça me fait mal au cœur, mais la preuve avec la Nonne 2, qui est une continuation de Conjuring, mais qui est pas l'utilisation du remake d'un vieux truc, et qui pourtant, qui est de la merde, mais
qui explose les records, hein, qui a été un très beau succès financier. Donc bon, comme quoi, cette réflexion, malheureusement, elle a vraiment des limites, mais pour l'instant, ils refusent de l'admettre. Immaculée m'a plus impacté et j'y ai souvent pensé durant la malédiction. Ils ont pas mal de points communs finalement. Les méchants sont tous aussi ridicules dans leurs projets, mais Immaculée, je trouvais sa fin et son discours plus impactants. D'accord, Pierre. Écoute, je trouve que dans l'Immaculée, il y avait quelque chose pour le coup de vraiment intéressant dans justement le projet des méchants. Enfin, vraiment intéressant. On est d'accord, on reste sur quelque chose d'assez basique, assez simple et tout. Mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de quand même vraiment inventif, vraiment dégueu, vraiment dérangeant. C'est pas assez exploité dans le film, je trouve qu'on survole beaucoup trop ça, mais je trouvais qu'il y avait une super proposition à ce niveau-là, une super proposition de scénario. Après, j'aime pas la manière dont c'est traité dans le film, vraiment pas. Mais je comprends très bien que tu y sois plus sensible. Voilà. Écoutez, peut-être que comme j'ai quand même du boulot à faire et des choses à faire avant le live de ce soir, euh, on va arrêter là. Je vais vous envoyer chez Nathalie si ça vous va, du coup. Très belle rencontre que j'ai fait au Flames Festival, encore une fois. Ce soir, on se retrouve du coup pour continuer. Attendez, je vais changer d'image pour finir quand même, parce que la dame, elle est là depuis longtemps. Je vais remettre ça. Ouais, bon, je vais surtout me remettre en face cam. Je vais vous envoyer chez Nathalie, du coup, faire un petit raid. Elle est quoi? Elle est sur Rimworld, elle. Non, merci à vous d'avoir été là. Et donc, on se retrouve pour ceux à qui ça fait envie ce soir pour continuer Tomb Raider. Les remasters Tomb Raider, on a commencé le jeu hier, commencé le premier jeu, donc on va le continuer ce soir en présence de Geoffrey, du coup, d'écran large, qui me fera l'honneur de sa présence et de venir parler un peu de sa passion pour Tomb Raider et parler du jeu. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Et non, Spooky, arrête, commence pas. Tu gardes tes vannes pour ce soir, d'accord? Voilà. Alors, Nathalie, que je vous envoie chez elle. Hop. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir été là. Et je vous dis à ce soir ou à très vite. Je vous envoie bientôt le planning de la semaine prochaine. Bisous, bisous. Et allez voir la malédiction si c'est pas encore fait.